la conférence se résume à un point. Vous devez, dans la vie, être positif. C'est ça. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, les premiers bouquins de développement personnel que j'ai ouverts, que j'ai lus, que j'ai eu la chance de lire, c'était d'ailleurs grâce à mon grand frère à l'époque, on me disait qu'il fallait être positif. Alors, on a des anciens comme Napoléon Hill, les anciens américains disaient « soyez positifs ». Je trouvais ça génial, et c'est vrai que dans ma vie en règle générale, je me suis rendu compte que d'être positif, c'est quand même beaucoup plus sympa d'être négatif. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que le cerveau humain, il a une fonction, il a un mode de fonctionnement, et que ce mode de fonctionnement nous amène parfois à avoir des grandes difficultés à être positif. Le problème, c'est pas de vouloir être positif, c'est de le devenir. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Le problème, c'est pas de vouloir mettre en place des choses positives dans sa vie, c'est de l'être au quotidien. Parce que malgré ce que j'enseigne, malgré les années de réflexion, malgré les moments d'étude, je ne suis pas tout le temps quelqu'un de positif. Et je peux avoir cette capacité à faire chier ma famille parce que le pizzaiolo de la pizzeria n'a pas voulu mettre un œuf sur ma pizza en me disant que c'était impossible. Et je vais bloquer là-dessus. Je vais bloquer là-dessus et ce simple événement va faire que même quand ma femme me dit calme-toi, je m'énerve après ma femme, qui m'a rien fait. Donc d'ores et déjà, je te présente mes excuses publiquement. Mais ce que je veux dire par là quand même, c'est quand même intéressant de se rendre compte que si positif était simple, ça se saurait. Donc, quand j'ai fait des études et que j'ai observé ce qui se passait à l'intérieur de la boîte crânienne, je me suis aussi posé la question à quoi ça servait d'être positif et est-ce que ça se voyait en clair. Les trucages sont prévus. À chaque fois que vous entendrez un son comme ça veut dire que ce que je vais dire juste après est essentiel. J'allais dire que ce que j'allais dire juste après allait être essentiel. D'accord les gars. Donc en fait, vous vous êtes liés pour pourrir ma conférence en fait. Et bien sachez que je sais par qui vous êtes envoyé. Vous êtes envoyé par la concurrence et vous ne m'aurez pas. Parce qu'en fait, on a voulu voir, est-ce que j'étais capable de rester positif ? On se revoit tout à l'heure. Ah oui. Pour toi ça. Mesdames et messieurs, l'exercice pour l'équipage est terminé. Ah. Entre remercions. Il y a 16 langues. Il y en a pour 1 heure. T'as fini, Bob ? Non, il s'appelle Bob. Bon. Donc, logiquement, si tout va bien, nous ne serons plus interrompus. Si nous devons l'être, c'est pas grave. On aura un exercice docile pour nous rendre compte combien il est facile parfois d'être positif. Ou pas. Voilà. D'abord, avant d'entamer cette conférence, je vais vous dire qui je suis, ce que je suis, les métiers qui sont les miens. Et puis après, je vous parlerai aussi de ma grande passion. C'est important, parce que tout est lié. Et ensuite, je vous dirai ce que je sais de cette dynamique positive. Parce que vous entendrez tout le temps, même des amis, quand vous rencontrez des périodes difficiles, des personnes de vous dire « sois plus positif ». C'est comme les personnes qui vous disent « tu devrais lâcher prise ». Ou alors « t'es trop stressé, arrête de stresser ». Alors les conseils sont toujours bons, mais vous avez remarqué que derrière, il n'y a jamais aucun mode d'emploi.
C'est-à-dire que quand tu regardes ton pote, tu dis « Ok, moi je veux bien lâcher prise. » Juste, tu m'expliques ce que c'est, comment je fais, maintenant. Tu n'as plus personne. Et d'être positif, vous allez voir que même si ça semble logique, pour votre cerveau, c'est complètement illogique. Parce que le cerveau n'est pas équipé pour être à la base positif. Et je vous raconterai pourquoi. Donc d'abord, qui je suis, j'ai la chance d'être un homme marié à une femme extraordinaire. Je suis un homme qui est en voyage en ce moment, voilà, grâce à Rafika et toute son équipe. Je suis l'heureux papa de 4 enfants, nous gérons 4 enfants, donc c'est un team à gérer au quotidien. Et autant vous dire que quand vous gérez des enfants, surtout quand ils sont nombreux et variés, avec des personnalités disparates, être positif au quotidien devient un exercice de style. Voilà. Je suis donc psychologue de formation maintenant, et j'ai fait de la recherche en neurosciences, qui m'a amené jusqu'à un PhD. Et l'intérêt de ça, c'est que moi je voulais comprendre, au-delà de ce que j'avais appris au niveau psychologique, comment ça marchait, comment ça fonctionnait concrètement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce que j'avais appris en psychologie a quasiment été réduit à néant quand j'ai commencé à observer ce qui se passait dans la boîte crânienne d'un point de vue purement biologique. Parce que, comme j'ai expliqué hier pendant l'atelier sur les neurotransmetteurs, aujourd'hui, on est encore à vouloir expliquer le mode de fonctionnement psychologique à travers des problématiques que nous allons rencontrer dans notre vie, à savoir par exemple la dépression, les burn-out, les coups de déprime, les grands coups de colère, les addictions. Et on voit des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres qui s'évertuent à se battre comme des cinglés pour essayer de soulever cette personne de l'espèce de fiente dans laquelle elle est et dans laquelle elle va rester la plupart du temps, pour la simple et bonne raison, c'est que le terrain sur lequel on travaille n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de considérer que les choses sont psychologiques alors que pour beaucoup elles ne le sont pas. C'est important de comprendre qu'aujourd'hui, 80% des crises d'angoisse sont liées en priorité à un dérèglement des neurotransmetteurs et notamment à une carence qu'on a pu voir hier dans l'atelier qui s'appelle le GABA, qui a cette fonction de réguler et de calmer les choses. Donc si un psychologue traditionnel se met à accompagner son client sans avoir connaissance de ce mode de fonctionnement biologique, qui n'est pas toujours si logique que ça, et ben en fait on va se rendre compte très très vite qu'on perd notre temps. Et c'est pour ça que d'autres thérapies, ou certaines thérapies sont si longues. Alors après, il y a eu quand même l'avènement des thérapies brèves. On s'est dit, c'est cool, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Mais dans les faits, ça dure longtemps, parce qu'on se rend compte que des personnes qui font des thérapies brèves en font plusieurs. Donc en fait, au final, ça donnera le même temps. Le gros de mon activité est simple. D'abord, je forme des coachs professionnels, certains sont dans cette salle, et c'est un plaisir de partager ce voyage aussi avec vous. La deuxième activité, c'est la mise à jour de tout ce qui va être nouveauté en termes de neurosciences liées à l'accompagnement. Donc là, ma clientèle, ce sont des psychologues, des psychiatres et des psychothérapeutes. Et j'ai une toute nouvelle activité qui est d'intervenir en tant qu'enseignant à l'université pour des jeunes en Master 2. Ça veut dire que j'ai en face de moi des pharmaciens, des médecins qui vont s'orienter vers des études plutôt élevées dans l'univers de la pharmacologie. Et je les forme en neurosciences appliquées pour voir à quel point ce que nous savons en neurosciences peut être applicable dans des théories logiques de tous les jours. Et c'est intéressant de partager cet univers ou ces différents univers parce que d'un côté, il y a cette capacité pédagogique que je dois avoir avec des jeunes ou des moins jeunes, c'est-à-dire de comprendre la logique de comment ça fonctionne à l'intérieur et de le retranscrire. Ce qui s'appelle la dimension pédagogique, c'est un exercice de style très compliqué, la pédagogie. Et puis, ça m'oblige aussi, et ça je trouve ça génial, à avoir une dernière activité qui est une activité de recherche pour toujours rester en mouvement. Car je sais que ce que j'enseigne aujourd'hui sera certainement, si ce n'est obsolète, en tout cas largement complémentarisé dans les 5-10 prochaines années. Donc c'est juste important de comprendre que nous sommes tous en évolution. Et je vais vous parler de cette évolution aujourd'hui. L'autre jour, pendant sa conférence, le professeur Joyeux a abordé l'évolution de l'homme à travers ses différents cerveaux.
Je vous rappelle que l'Homo sapiens, c'est 200 millions d'années. Okay, il y a 10 millions d'années, il y a une grosse révolution. Et je ne crois pas à la théorie de l'évolution. Alors comme ça, je vais être très très clair. Le darwinisme, pour moi, est complètement illogique. D'abord, compte tenu des dernières recherches. Et puis, si le darwinisme existait, on aurait enfin trouvé ce fameux chaînon manquant. On ne l'a pas encore trouvé. Donc, moi, de savoir que je descends du singe sous prétexte que j'ai 98% d'un ADN commun, ça me gêne. Parce que c'est exactement la même chose avec le porc. Donc, pourquoi, finalement, je n'aurais pas pu prendre autre chose? Je vous ai dit, cette conférence sera plein de trucages. Et à chaque fois, elle vous amènera à toujours plus de conscience. On reviendra sur la notion de conscience tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, je ne crois pas à la théorie de l'évolution, mais en revanche, je crois à l'adaptation humaine et à son développement au niveau du cerveau sur au moins, on va dire, les 5-6 000 dernières années. Voilà. 5-6 000 dernières années, on revient à la date d'un être qui s'appelle Adam Arishon, et Adam Arishon, c'était Adam. Et si vous pensez que Adam et Ève n'ont pas existé, croyez-moi, je pars tous les 3 mois pour passer près de 10 jours à Jérusalem pour faire de la recherche sur, pas simplement que mes ancêtres, mais pour faire de la recherche sur les fondements même de la psychologie moderne. Et je peux vous garantir qu'on est capable de dater et de trouver depuis Adam Arishon les différents descendants. On a de la chance dans cette culture, qui est la culture judaïque, d'avoir eu une notification durant toutes les périodes de notre ère. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est que cette culture, elle a organisé et structuré beaucoup de choses dans notre vie. Elle a organisé d'abord, on parle de la culture judéo-chrétienne, hein, d'accord ? Mais aussi, la plupart des mots que vous utilisez aujourd'hui sont empreints de cette culture-là aussi. C'est important. Je ne sais pas si ça vous arrive de vous chamailler. Ça vous arrive, en tout cas, moi, ça m'arrive de me chamailler, et on va me dire, arrête de te chamailler. Beth Shammai et Hillel étaient deux très grands sages qui se partageaient l'interprétation des lois hébraïques. Et Shammai avait cette capacité de toujours aller à l'origine des choses. C'est-à-dire que pour comprendre quelque chose, je vous donne un exemple tout bête. Imaginons que je demande à Didier d'aller tuer une personne sur ce bateau. Il tue la personne parce qu'il m'écoute et qu'il a confiance en moi. Merci Didier. Qui est responsable du meurtre? Est-ce que c'est Didier ou est-ce que c'est moi? Alors Hillel, lui, il dirait c'est Didier, parce que Hillel, il est centré sur les faits du maintenant. Il dit non, on va observer ce qui est observable. Maintenant, celui qui a pris le revolver et qui a tiré, c'est Didier. Shammai dirait, nous devons nous interroger sur l'origine des choses. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette conséquence et de ce fait? Et vous allez voir qu'en fait, tous les jours, on emploie des mots, une structure, et ça veut dire que ça, c'est organisé, structuré depuis la nuit des temps. Mais ça n'a pas simplement structuré que notre langage, ça a aussi structuré l'ensemble des schémas cognitifs que nous avons. Quand je vous disais tout à l'heure, nous devons être positifs, je vais vous dire une chose, les expériences positives que vous vivez au quotidien, elles ont le pouvoir de changer non seulement votre cerveau, mais de changer votre cerveau pour que vous ayez une vie en mieux. Et ça va être le thème. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, je vais être assez académique, ce qui peut surprendre certains, parce que vous avez toujours l'habitude de me voir m'agiter, bouger, mais j'aimerais que dans un premier temps, être très didactique, peut-être un petit peu universitaire, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne là-haut et comment l'évolution du cerveau a organisé et structuré l'intégralité de vos comportements quotidiens. Et comment la psychologie moderne n'est que le reflet de ce fonctionnement ou de ce dysfonctionnement. Et ce que vous devez comprendre, c'est que de toute façon, toutes les percées que nous sommes en train de faire ne font qu'avancer le fait que la psychologie est ultra dépendante de notre biologie. Qu'on le veuille ou pas, que ça dérange les psychologues,
Je pense que de toute façon, il y a une nouvelle discipline qui s'appelle la neuropsychologie, c'est pas pour rien. Parce que, en fait, certains ont réussi à comprendre par beaucoup d'intelligence qu'on ne pouvait pas dissocier les deux. Que ta psychologie dépend de ta biologie et ta neurobiologie, mais que ta neurobiologie dépend aussi de ta psychologie. Et on va voir ça tout à l'heure. Donc je vais vous apprendre dans un premier temps comment ça fonctionne tout ça, avec des termes simples, mais je veux que vous partiez ici avec une conscience très claire de comment fonctionne votre système interne, pour que vous puissiez faire des choix. Parce que on nous a toujours dit que nous avions le libre arbitre. Je trouve ça génial. D'ailleurs, souvent, à l'issue de conférences, on me pose cette question, est-ce que nous avons un destin ou est-ce que nous avons un libre arbitre? Eh bien, comme je suis de Normandie, je vais faire une réponse de Normand, les deux. Il est évident que quand je nais en Normandie, fils d'une mère autrichienne, fils d'un père normand, d'un père qui va avoir des niveaux d'exigence qui sont importants, que ce soit au niveau scolaire ou autre, d'un grand-père qui était cantonnier. Mon grand-père était cantonnier. C'était un homme gentil, mais alcoolique. Cantonnier. Et c'est important de comprendre que ça a généré chez mon père une vision du monde qui l'a amené à devenir exigeant et à vouloir être meilleur dans les différents domaines de sa vie. Que ce soit dans le sport, à très haut niveau de football, ou que ce soit au niveau entrepreneurial, malgré le fait qu'il ait terminé ses études à 14 ans, c'était un homme qui calculait parfaitement, qui maîtrisait le français comme je ne le maîtriserai jamais, et qui avait ses aptitudes à se développer et à réussir. Donc ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, notre environnement, l'épigénétique dont on parle, elle est essentielle, mais il est évident que si je nais dans cette famille, je vais avoir des prédispositions, un enseignement, une culture. Si je nais en Afghanistan, je vais avoir d'autres prédispositions, d'autres cultures. Donc j'ai un destin. Maintenant, on nous dit, on nous a donné le libre arbitre. C'est vrai qu'on nous l'a donné. Mais le libre arbitre, il dépend de quoi en fait en vrai? De ta culture, de ton destin, de ton environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que le libre arbitre, en fait, pour pouvoir avoir un vrai libre arbitre et la liberté de choix, il faut augmenter le prisme de ses possibilités et de ses pensées. Ça veut dire que sans esprit d'ouverture, il n'y a pas de libre arbitre possible. Donc le propre du développement personnel, le fait de s'interroger sur comment se développe ma personne, c'est ce qui permet le libre arbitre. C'est ce qui permet de faire des choix. Et vous tous qui êtes ici, si vous avez investi dans cette magnifique croisière et que vous avez eu la chance d'être en contact avec des intervenants qui sont tous brillantissimes, mais t'es arrivé de pas prêter l'oreille sur les intervenants d'à côté, et j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait des perles de sagesse qui coulaient de leur bouche comme ça de façon complètement naturelle. C'était vachement sympa. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez compris une chose, c'est que d'investir sur soi et de comprendre comment fonctionne le monde, d'un côté à travers la voix, de l'autre côté à travers la psycho-énergétique, de l'autre côté à travers le cerveau, de l'autre côté à travers une structuration mentale ou des modèles comme la PNL ou la sophrologie, ou d'un autre côté comme une vision du monde complètement agrico-écologique. Tout ça nous ouvre des perspectives différentes et tout ça nous amène à faire des choix différents. Et là, on alimente un vrai libre arbitre. C'est la raison pour laquelle il faut toujours travailler sur soi. Mais je vais développer encore plus ça là-dedans. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que toutes les études qui ont été menées sur les 20 dernières années sur les émotions positives, elles montrent que ces émotions réduisent considérablement la réactivité au stress, le système immunitaire, permet de facilement réduire les blessures dites psychologiques et ce qui va vous permettre de dire que vous êtes heureux dans votre vie et que vous caressez comme ça la vague du bonheur, c'est que justement vous avez multiplié les moments de satisfaction dans votre vie. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Le professeur Joyeux l'autre jour qui vous expliquait que l'évolution, et on va prendre ça comme théorie, comme ça on va être cohérent, et pour moi c'est logique de pouvoir vous l'expliquer ainsi.
il est certain que nous avons 3 cerveaux. Le fameux cerveau triunique qui a été développé et expliqué de façon exemplaire par MacLean, qui parlait du tronc cérébral qu'on appelle le cerveau reptilien. Après, on a le cerveau mammalien qu'on appelle aussi le cerveau limbique. Et puis, la matière grise qu'on va appeler le cortex. Chacun va avoir son programme, chacun va avoir son évolution. Et même si, curieusement, les dernières recherches montrent qu'on est né avec ces 3 dimensions-là, effectivement, on ne les a pas développées de la même façon. Je veux que vous compreniez aussi que votre état d'esprit, c'est comme un jardin. D'ailleurs, vous avez tous entendu ça, tu dois cultiver ton jardin intérieur. Et Raphaël en parlerait encore mieux que moi, parce que lui, il aurait la capacité de faire ça en plus de façon écologique. Mais en fait, un jardin, quand tu as un jardin, tu as plusieurs façons d'aborder le jardin. Tu peux très bien te dire, écoute, je laisse faire la nature. Je laisse faire les choses. Et j'observe ce qui se passe. Pour peu que tu aies un jardin fertile, ce qui se passe n'est pas toujours des plus positifs. Tu peux aussi avoir une attitude qui va être de retirer les mauvaises herbes. Parce que les mauvaises herbes, vous pouvez faire sur d'une chose, elles pousseront toujours. Vous prenez n'importe quel terrain, si vous ne le cultivez pas, en clair, si vous n'avez pas un rapport de transformation avec lui, si vous n'avez pas d'objectif pour lui, les mauvaises herbes s'installeront. Et pourquoi on fait cette analogie avec votre jardin intérieur? Parce que votre système de pensée est équivalent. Je vous le dis, mes seigneurs, si vous ne faites rien pour remplir votre cerveau de pensées positives, vous vous remplirez de pensées négatives. Et c'est, pour le coup, biologique, mais vraiment logique. Et puis, il y a une dernière chose qui consiste à apporter des choses positives. Quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'avoir une hépatite virale. Cette hépatite virale, elle m'a permis, à l'aube de vacances de sport d'hiver, de passer un moment avec mon oncle et ma tante qui vivaient à côté d'Odette. Odette, personne ne la connaît, c'est une femme de 85 ans, assez vieille, avec un poireau ici, et qui, je me permets de le dire aujourd'hui, ne portait pas de culotte. Je me suis rendu compte de ça quand elle est tombée dans le foin avec les bottes en arrière. C'était la première fois que j'étais en contact avec le sexe féminin. Ça m'a calmé. Odette va avoir quelque chose d'extraordinaire, c'est un terrain en jachère. Et je ne sais pas ce que c'est qu'un terrain en jachère. Donc je vais demander à Odette, j'ai à l'époque, je crois, 11 ans, c'est ça? J'ai 11 ans, 10-11 ans. Et elle m'explique qu'il y a un terrain qui est en jachère. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Et elle me dit, voilà, en fait, nous avons ici des terrains qu'on n'a pas le droit de produire parce qu'il faut que la terre se repose, mais surtout parce qu'en fait, il faut réguler les quotas. Donc elle m'explique les quotas. Je ne suis pas sûr qu'Odette comprend vraiment ce qu'elle est en train de m'expliquer. Voilà. Et le lendemain, elle me dit, bah, si tu veux, demain, tu viens avec moi et on va planter des patates. Je dis, ok Odette, on va planter des patates. Donc, n'écoutant que mon courage, avec la peur au ventre de revoir cette deuxième partie anatomique le lendemain, je vais avec Odette planter des patates sur ce terrain en jachère. Et je ne comprends pas, parce qu'elle la veille, elle me dit qu'elle n'a pas le droit de cultiver le terrain. Le lendemain, elle me dit qu'elle va planter des patates. Donc je dis, Odette, pourquoi tu plantes des patates? Puisque tu n'as pas le droit, c'est interdit. Et bien en fait, les patates ne sont pas pour la consommation du grand public, elles sont pour moi. Et tu vas voir que, logiquement, les patates, nous devons les planter à peu près avec une distance de 5 cm. Et là, pour le coup, on va le faire pour 20 cm. Donc les patates, ça sera pour ma consommation personnelle et pour mes animaux. Je dis, mais pourquoi tu fais ça, Odette? Je t'explique. Ce terrain, il est en jachère, je ne dois pas le cultiver. Mais si je le laisse comme ça et que je ne fais rien, le chardon va s'installer sur le terrain et le chardon, ses racines mangent. Alors elle ne me parlait pas de biologie, elle ne me parlait pas d'oligo-éléments. Maintenant, je vous dirais, les racines du chardon mangent les oligo-éléments de la terre. Mais elle me disait non, ça mange la nourriture de la terre.
Et quand ils vont me dire qu'elle est productible et que je voudrais la produire, l'année où je voudrais la produire, elle sera improductible parce qu'elle ne sera pas fertile. Donc qu'est-ce que je fais? Je plante des patates pour ma consommation personnelle parce que la racine des patates mange les chardons. Et ce qui était intéressant, c'est que le voisin d'à côté, qui était un jeune agriculteur, lui, faisait de l'épandage à tout va. On avait deux façons de faire. On avait une logique qui n'était pas une logique respectueuse, qui avait pour fonction de retirer les chardons de la terre. Et on avait à côté Odette, à l'ancienne, avec un pragmatisme à tout terrain et toujours pas de culotte, qui, elle, plantait des patates toutes les 15 cm. Et Odette, elle avait compris une chose, c'est que plutôt que de retirer les mauvaises herbes, à savoir les pensées négatives, il est important d'ajouter des pensées positives. Seulement là, on va se retrouver en face d'un véritable problème. Un problème qui est un problème de fond et qui est un problème de la nature biologique. Lorsque nous allons avoir le développement de notre cerveau, on va se rendre compte assez rapidement que lors de cette construction, le cerveau à chaque fois nous a donné des fonctions. Avec le développement du cerveau reptilien, nous allons développer à chaque fois un système par étage. Le cerveau reptilien, il est là pour te préserver, assurer ta protection, assurer ta survie. Et lui, il va développer une stratégie qui est la stratégie d'évitement. Tous les comportements d'évitement que vous avez prennent racine dans ce cerveau-là. Ensuite, le cerveau va se développer. On parle du cerveau limbique, on va commencer à parler de la relation, on va commencer à parler des émotions dans la relation, des émotions intra- et interpersonnelles. Et à ce moment-là, on va développer un nouveau système d'exploitation qui s'appelle le système de recherche. En clair, dans un premier temps, je vais éviter la douleur. Dans un second temps, je vais rechercher la satisfaction de tout ce qui me fait du bien dans ma vie. L'être humain pourrait être complet, mais il va y avoir, ou plutôt il va y avoir l'arrivée du cortex, la matière grise, qui va m'amener à être intelligent, à me projeter, et puis surtout à comprendre que j'ai un véritable besoin, c'est de me connecter. Donc je vais avoir une dernière structure, un dernier système d'exploitation qui va développer une stratégie qui est le système de connexion. Je vais avoir le besoin d'être relié aux autres. Donc vous devez comprendre que quand Freud, quand les autres psychologues, Jung, moi je suis formation jungienne, on analyse la structure de nos pensées, toutes celles-ci se résument à un mode de fonctionnement qui repose sur 3 principes forts. L'évitement, la recherche et la connexion. Et toutes nos névroses, toute notre organisation, toutes les pensées vont être structurées par et depuis ces 3 modèles-là. J'avance un petit peu. Le professeur Joyeux nous a parlé l'autre jour aussi de la notion de neuroplasticité. À savoir, et d'ailleurs il y avait un exemple dans la salle d'une personne qui disait qu'il y a eu un individu qui s'est fait arracher la moitié du lobe temporal et cette personne a eu les capacités de ce lobe temporal développées ailleurs. Alors, on va remettre les choses dans le contexte. La neuroplasticité, elle existe, elle est puissante, mais croyez-moi, celle que vous allez vivre ne correspond pas à celle qui a été décrite par cet homme. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour qu'il y ait ce type de neuroplasticité, vous devez avoir des chercheurs qui ne vous lâchent pas 24 heures sur 24, avec des appareils d'électrostimulation, avec des jeux et des exercices, et du coup, ça devient votre job principal. Parce que si la neuroplasticité était si facile, je peux vous garantir que les personnes que j'accompagne qui sont cérébrolésées, j'en accompagne 3 aujourd'hui, une personne qui est cérébrolésée, c'est une jeune femme qui a 27 ans, qui s'appelle Julie. Et Julie, quand je la rencontre pour la première fois, elle a une tumeur du cerveau déclarée à 22 ans. À 24 ans, on lui a retiré cette tumeur. Elle est devenue en grande partie handicapée. Et c'est une personne qui, pour prendre ou une cigarette ou un paquet de chewing-gum, va mettre à peu près 2 minutes, avec la main qui tremble. Elle est juste géniale, elle est pleine de courage. Moi, je fais quelque chose avec elle,
que je déteste faire, c'est que je lui mets des coups de pied au cul pour qu'elle se bouge, parce que je ne peux pas me permettre de la complaisance, et qu'elle progresse. Mais les progrès que nous avons en termes de neuroplasticité avec elle sont naturellement très minimes. En revanche, le progrès que nous faisons sur sa capacité à être heureuse et à accepter son handicap, eux, sont très importants. Et du coup, on s'aperçoit que la pensée va permettre d'accepter la biologie. Et je peux vous garantir que s'il y a une chose dont vous devez vraiment prendre soin, c'est de vos deux cerveaux. Alors je sais que le professeur Joyeux disait qu'il considérait que le tube digestif n'était pas le second cerveau. Il y a quand même plusieurs professeurs américains qui pensent le contraire. Il est clair que pourquoi moi je considère que c'est un deuxième cerveau et que j'aime cette idée en fait en vrai. Voilà. Je comprends sa vision du monde, je comprends son regard, mais comme je le disais hier dans un des ateliers, dans le cerveau, vous avez 200 millions de neurones. 200 millions de neurones, c'est autant que le cerveau d'un chien. Alors, moi j'ai la chance d'avoir une chienne qui est une merveille et qui est une vraie belle présence dans notre vie. Et je peux vous garantir qu'elle est pleine d'intelligence. Elle nous comprend, elle nous observe, elle est capable d'identifier nos humeurs, de s'adapter par rapport à nos humeurs. Elle est capable de faire des demandes absolument claires en ce qui concerne la nourriture, le câlin ou le fait de la sortir. On est en interaction avec elle et tous les jours, elle nous impressionne. Et par sa gentillesse, et par sa sagesse, je vous jure que c'est vrai. Et bon, bah, bref, c'est ma chienne, quoi. Voilà. Donc, si cet animal est doué d'intelligence et que nous avons autant de neurones à l'intérieur, on peut déjà considérer qu'il y a une forme d'intelligence ici. La deuxième chose, c'est que dans l'intestin va se fabriquer une grande partie de nos neurotransmetteurs. Donc on va considérer qu'en fait les intestins, même si c'est une partie du cerveau, elle a été sous-traitée, et le cerveau a sous-traité une partie de la fabrication des neurotransmetteurs. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre soin, grand soin de votre microbiote, que vous devez prendre grand soin de vos intestins à travers ce que vous mangez. Hier, dans l'atelier sur les neurotransmetteurs, j'ai donné quelques préconisations sur les compléments alimentaires, mais je rappelle que ces compléments alimentaires ne seront assimilés que si et seulement si votre flore intestinale est bonne. Il y a aujourd'hui à peu près plus de 60% des antidépresseurs qui sont prescrits à des personnes qui de toute façon ne seront jamais assimilés, parce que si tu donnes un antidépresseur qui a pour fonction souvent de booster la sérotonine chez la personne dépressive, mais que son microbiote, ses intestins sont pourris, ça ne sert à rien, parce que de toute façon le médicament ne sera pas assimilé. Le seul effort de transformation sera ce qu'on appelle l'effet placebo. Et une fois encore, l'esprit est grand, fort heureusement. La plasticité neuronale, pour revenir à celle-ci, en fait, elle existe, mais vous allez voir qu'elle existe essentiellement sur tout ce qui est stratégie d'apprentissage, sur les développements. On va s'apercevoir, effectivement, il y a une étude qui a été faite de ça il y a à peu près 12 ans en Angleterre, par des chercheurs qui étaient en collaboration avec Oxford. Et ces chercheurs ont expliqué que les anciens taxi drivers de Londres avaient un hippocampe plus important, parce que en fait, la neuroplastie de l'hippocampe, les cellules s'étaient déposées dessus, compte tenu du besoin de mémorisation qu'ils avaient. Donc on sait que la neuroplasticité, elle existe, on peut la stimuler dans les stratégies d'apprentissage. J'ai fait 2 ans de recherche ces dernières années sur l'amélioration et l'accélération des stratégies d'apprentissage pour pouvoir aller jusqu'à la création d'une formation spécifique là-dessus. Et je peux vous garantir qu'on peut stimuler 2 choses, la neuroplastie et la myélinisation. Vous vous rappelez, le professeur Joyeux, vous parlez d'Alzheimer, de Parkinson, de la sclérose en plaques. En fait, ce sont des conséquences d'une dégénérescence de la myéline. La myéline, c'est le câble qui entoure l'axone dans les neurones. Vous avez le noyau ici, vous avez le filament dans lequel va être transmis 2 choses, une impulsion électrique, et puis ici à la fin, vous avez l'espace synaptique, et l'espace synaptique, il va générer 2 choses, lui. Une impulsion électrique pour transmettre à l'autre neurone, et une information chimique, qu'on appelle le neurotransmetteur.
Nous avons 70 neurotransmetteurs. Alors je sais que le professeur l'autre jour nous a parlé de 15 parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on avait 15 neurotransmetteurs, presque 16 même, neurotransmetteurs principaux. Mais il y a plein de neurotransmetteurs secondaires qui font un travail énorme en lien entre les cellules neuronales et les cellules gliales. Juste pour information, on parle tout le temps des neurones. On ferait bien de parler des cellules gliales parce que vous en avez de 3 à 5 fois plus dans le cerveau et elles ont une fonction qui est essentielle, c'est de nourrir les neurones. Et que si vos cellules gliales ne sont pas nourries, si les cellules gliales ne sont pas opérationnelles, vos neurones ne sont pas opérationnels non plus. Et l'effort qu'elles vont faire pour travailler va avoir un impact sur la myéline. On sait aussi une chose, la myéline dans le cerveau, on appelle ça aussi la matière blanche. La myéline aussi, elle se développe à chaque fois que je vais faire un effort de concentration sur quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que dès que je vais apprendre des nouveautés, dès que je vais me concentrer sur de nouvelles capacités, des choses qui me font sortir, comme dirait Bernard Barrel, avec son accent, de ma zone de confort. T'as vu, je fais bien Bernard Barrel ou pas? Excellent. Eh bien, en fait, dès qu'on sort de cette zone de confort, on va s'apercevoir que la myéline se renforce et qu'on peut la booster. On a remarqué notamment chez les sportifs de haut niveau, et mon étude sur le système d'apprentissage m'a amené à visiter des centres de très grands sportifs de haut niveau où on ne sortait que des cadeurs. Il faut savoir que vous avez par exemple en Russie un endroit qui s'appelle Spartak, dans lequel tous les sportifs tennisman de Russie, hommes et femmes, sont sortis de ce seul centre-là. Vous avez aux États-Unis, à côté de Dallas, une école de musique dans laquelle les dernières starlettes de la pop avec des voix hallucinantes comme Ariana Grande et autres compagnies, ma fille pourrait mieux vous en parler que moi, ils viennent tous de ce même centre. Et quand vous allez voir Spartak, j'ai visité Spartak en Russie, je m'attendais à un centre absolument extraordinaire parce que le renom de cette école était tel. Quand moi que je coachais des sportifs de haut niveau, notamment des tennisman, j'ai accompagné des tennisman qui étaient dans le classement des 10 premiers ATP. Et à chaque fois, dès qu'il y avait un Russe, il sortait de Spartak, il faisait peur à tout le monde, le Russe, parce qu'on savait qu'il allait gagner. Donc un jour, je donne une conférence pour FedEx en Russie, et j'appelle un copain pour me dire « Organise-moi un rendez-vous avec les mecs de Spartak, je veux les interviewer ». Une voiture vient me chercher, je me déplace à peu près à 80 km autour de Moscou, et j'arrive dans un centre, et c'était tellement miteux, tellement minable, que je me suis dit que naturellement le taxi driver s'était trompé. C'était pourri, quand je vous dis pourri. Il y avait 2 cours intérieurs, et encore, on est en Russie, hein. En Russie, ça veut dire entre moins 20 et moins 27 l'hiver. Et il y avait des vitres qui étaient cassées là-haut, et sinon il n'y avait que des cours extérieurs. Donc je dis au taxi driver, non, vous avez trompé, c'est pas Spartak. Je dis, Spartak, c'est un grand centre de formation de sportifs de haut niveau, c'est l'ultime of the world. Et là, le mec, il me répète, non, c'est Spartak. Je dis, non, voilà, je vous explique. Ivan Lendl, Kournikova, Spartak. Je dis, mais c'est pas Spartak là, c'est... Bon, à la fin, comme de toute façon, j'arrivais pas à m'exprimer avec lui, je sors, je vais l'appeler. J'arrive, et il y a une personne qui vient vers moi, qui donne mon nom, donc je comprends que je suis à Spartak. Et là, je me dis, mais comment, déjà, première chose, comment on fait dans un endroit aussi minable pour sortir des champions pareils? Ça va être la première réponse. La première réponse, ça va être, vous savez, quand un environnement il est trop confortable, il génère la complaisance. Il ne génère pas l'envie de se dépasser. Vous avez vu qu'aux États-Unis et en France commence à se développer quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le CrossFit. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de fitness qui est complètement différente. On sort de la salle sympathique, aseptisée, avec la petite salle, avec le petit tapis de course, avec à côté du petit tapis de course, naturellement, le petit chiffon et puis le petit pchit pour aseptiser le truc, parce qu'il ne faut surtout pas que tu touches la sueur du voisin précédent. On ne sait jamais, des fois qu'il ait le sida, et que ça se transmette quand même par la sueur, on ne sait jamais. Mais tout ça, c'est pas confort. Ça ne nous amène pas à nous dépasser. Ça nous permet de nous faire bouger, mais on ne se dépasse pas. Mais ce n'est pas la chose qui m'a le plus choqué. Quand j'arrive à Spartak,
quand je suis à l'intérieur, je vois des personnes qui s'entraînent. Alors l'entraînement, il est particulier quand même. Parce que je suis arrivé au moment où les jeunes recrues de Spartak s'entraînaient. Donc 2 cours de tennis. Vous avez sur chacun des cours de tennis, ici 25 personnes, ici 25 personnes, 25 personnes sur un cours de tennis. Ici une personne, ici une personne. Ici et là, vous avez 2 championnes russes qui sont sorties du tournoi ATP, qui ont terminé leur carrière. Et ici là, vous avez 50 personnes qui imitent les 2 filles en train de jouer sans raquette de tennis. Toi, tu te poses la question comme tu dis, vous savez, vous jouez un sport qui s'appelle le tennis, avec une raquette, c'est bien aussi. Peut-être que vous n'avez pas de moyens, je comprends, mais une raquette, c'est nécessaire. Mais en fait, ils vont développer des stratégies qui, quand on les analyse, surdéveloppent la myéline. L'une des méthodes pour apprendre le violon, c'est la méthode Suzuki. C'est la meilleure au monde. La méthode Suzuki, les premiers cours, vous les faites sans violon. Pourquoi ? Parce qu'ils vous diront que vous devez répéter le geste sans jamais développer d'instance négative. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez modéliser ce que font ces petites nanas-là. Elles modélisent les championnes. Mais comme elles ne renvoient pas la balle, elles pourraient considérer qu'en permanence, leur geste est positif. Et en fait, ils vont ancrer ça. Vous savez pendant combien de temps ils font ça ? Pendant 4 heures. 4 heures à renvoyer une balle qui n'existe pas, avec une raquette qui n'existe pas, en imaginant un jeu qui n'existe pas. Et pourtant, on crée les plus grandes championnes du monde. Ça veut dire que la répétition, la concentration, va permettre de développer des capacités d'apprentissage qui sont surabondantes. Donc, la neuroplastie. Maintenant, je vais vous dire pourquoi vous devez vous occuper de votre neuroplastie. Parce que si vous ne le faites pas, les autres vont s'en charger. Si vous n'utilisez pas votre capacité à développer vos propres apprentissages, comptez sur les médias pour vous y aider. Comptez sur les gens négatifs pour vous encourager. Comptez sur les personnes qui ne réussissent pas dans la vie pour vous convaincre de leur mode de fonctionnement. C'est tellement rassurant. Et ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure dans l'atelier sur le côté obscur, pour ceux qui auront la chance de pouvoir y participer. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que c'est un mécanisme de notre société. Pardon. Nous sommes équipés neurobiologiquement pour être négatifs. Pourquoi ? Si on reprend notre périple humain des dizaines de milliers d'années en arrière, on va s'apercevoir que tout était hostile. On vivait dans un environnement hostile. C'est-à-dire que, comme le cerveau reptilien, il est là pour nous protéger, c'est celui qui était tout le temps en alerte, dans un mode de fonctionnement. C'est lui qui a développé notre système d'évitement. Et vous devez comprendre une chose, c'est qu'à cette époque-là, ça coûtait moins à la personne de se tromper 1000 fois et d'avoir peur pour quelque chose qui n'existait pas, que d'avoir raison une fois. C'est-à-dire que s'il se trompait une fois, par exemple, on avait certaines contrées du monde dans lesquelles il y avait des bêtes sauvages. Il y a 2 semaines, je faisais du ski avec mon fils dans une région dans laquelle ils ont réhabilité les loups, par exemple. Mais la personne, lorsqu'on faisait un soir une balade en raquette, nous expliquait que quand même, dans les années 1600-1700, quand les loups étaient affamés, ils attaquaient les pauvres marchands qui devaient traverser la vallée pour pouvoir échanger leurs denrées avec les personnes de la vallée. Ça veut dire qu'on a, jusqu'à très récemment, vécu dans des environnements qui sont des environnements incroyablement hostiles. Et vous savez, on n'a pas besoin d'aller si loin que ça. Ma mère qui est ici, quand elle était petite, elle était en Autriche, dans les rues de Vienne, et elle sortait de l'école parce qu'il y avait un défilé d'Adolf Hitler. Et que si tu ne sortais pas dehors en faisant le signe hitlérien, tu risquais d'avoir des problèmes. Dans un pays dans lequel on avait fustigé le peuple juif et on disait que tous les murs avaient des oreilles. C'est-à-dire que ton propre voisin devenait quelqu'un qui potentiellement était capable de te balancer, ou parce que tu étais juif, ou parce que tu les aimais.
simplement parce que tu les aimais. Donc on vivait déjà dans un environnement hostile. Et que la société que nous vivons, qui est une société relativement sympathique, vient à peine de se rappeler que le Bataclan, que faire une caricature, c'est aussi un point avec lequel je n'étais pas d'accord. Parce que je crois, moi, que dans une société laïque, on peut se moquer de tout. Et on doit se moquer de tout. Et qu'une fois encore, il faut faire taire l'ignorance. Vous savez, j'ai mon institut qui est aussi à Casablanca, au Maroc, où on forme des coachs professionnels. Toutes les personnes qui viennent à ma formation sont tous musulmans pratiquants, les femmes sont voilées, et mon associé, son mari est l'architecte du roi, et je peux vous garantir que non seulement ce sont des gens qui sont très intelligents, mais attention, on est un très 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 haut niveau en termes de la connaissance de l'islam. Et eux, ils sont gênés et offusqués de voir ce qui se passe aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on dit de l'islam et des musulmans. Parce que figurez-vous que le prophète, il adorait, quand il sortait dans la rue, il achetait régulièrement des caricatures de lui qui étaient faites par les personnes dans la rue. Parce que le prophète, vous savez quoi? Il avait de l'humour. Hein. Il avait beaucoup d'humour. Donc je veux juste que vous compreniez une chose, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui vont agir sont particulièrement et profondément ignorants. Et nous avons un devoir d'éduquer, de transmettre. Parce que quand on ne se rappelle pas, et quand on n'a pas un devoir de rappel, malheureusement, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va se rendre compte que le négatif, il est présent partout dans notre société. Vous avez remarqué que quand quelqu'un est positif, on se dit c'est un béni oui-oui, celui-là, c'est bizarre, il est un peu con, quoi. Il est gentil. Ou mieux encore, vous dire, sois réaliste. Parce qu'on a comme si d'être positif, c'était le contraire de réaliste. Comme si les gens positifs n'étaient pas réalistes. Croyez-moi, les gens positifs non seulement réalistes, mais parfois ils sont beaucoup plus réalistes que la plupart des gens. Mais pour revenir à cette dimension du cerveau, comprenez que quand on remonte à des milliers d'années en arrière, notre environnement, quoi qu'il arrive, il était tout le temps hostile. Et on ne pouvait pas se permettre de se tromper. Ça veut dire que la peur, elle était viscérale. Maintenant, vous allez comprendre une chose. Ça vous est tous arrivé de mettre votre main sur une plaque électrique. D'accord? Logiquement, vous ne le faites pas 2 fois, surtout si elle est rouge. Pourquoi? Parce que dès qu'on rencontre quelque chose de négatif et que ça représente un danger potentiel pour soi, le cerveau prend cette information et le glisse dans la mémoire implicite. Une mémoire implicite qui est une mémoire extrêmement importante, parce que cette mémoire implicite, en fait, elle va avoir pour mode de fonctionnement de gérer tout ce qui est automatique. Apprendre à parler, faire du vélo, développer une vision du monde, tout ça appartient à notre mémoire implicite. Dès que vous allez répéter quelque chose et en développer la connaissance et la compétence, ça devient le travail de la mémoire implicite. Et d'ailleurs, les dernières recherches en neurosciences nous amènent à avoir une distinction sur les schémas de pensée et d'habitude. On dit qu'il y a des pensées mentales et qu'il y a des pensées physiques. Alors regarde, on dit une pensée c'est mental, une pensée c'est physique. Vous devez comprendre que lorsque vous allez mettre en place quelque chose qui est répétitif et qu'on passe du schéma de pensée traditionnel à quelque chose qui va se transformer en habitude, on appelle ça une pensée physique. Je vais vous donner un exemple très clair, ça va vous parler. Ça vous est tous arrivé de vous présenter devant un Porsche, le Porsche d'un ami. Il y a un digicode et vous avez oublié le code. Et là tu dis, écoute, je suis emmerdé, j'ai oublié le code. Attends, bouge pas. Et là en fait, vous allez le faire avec vos doigts. Ça vous est déjà arrivé ça ou pas? Ça veut dire quoi en fait? Tu l'as plus là, mais tu l'as là. C'est-à-dire que ta mémoire, elle est plus mentale, elle est physique.
Quand une mémoire, elle passe de l'état mental à l'état physique, ça s'appelle une habitude. Et une habitude, ça peut aller très très vite, comme ça peut prendre du temps. Ça dépend de l'habitude que tu veux mettre en place. Et ça dépend aussi de la façon dont tu l'as nourrie. Mais vous devez comprendre que nos ancêtres, ils ont développé cette habitude que ce qui était négatif était un danger et que ça, il fallait avoir le réflexe de le mettre systématiquement dans la mémoire implicite. Donc en clair, tout ce qui est négatif dans votre vie, tout ce qui pourrait représenter un danger potentiel pour vous, vous le mettez dans la mémoire implicite, c'est-à-dire à très long terme. Maintenant, le positif n'a pas eu cette chance. Les pensées positives, elles restent dans la mémoire explicite, dans la mémoire dite tampon. Ça veut dire qu'elle va y rester tant qu'on se concentre dessus. Mais le fait d'avoir cette expérience ne veut pas dire que vous allez la transformer en connexion neuronale suffisante pour que ça se transforme en mémoire implicite. C'est la raison pour laquelle on retient très facilement le négatif et le positif. Je vous disais qu'il y a 2 semaines, j'ai eu la chance de passer un moment seul avec mon fils au sport d'hiver, parce que mon épouse considère que c'est aussi important qu'on passe des moments seuls. Voilà. Et puis j'avais la chance d'être ici avec ma fille. Quand je suis arrivé, on a eu un très mauvais temps. Alors il faut que je vous dise une chose, j'adore skier. J'adore skier, je trouve que c'est un très grand moment de détente. La montagne, ça me ressource. Mais quand vous avez un blizzard H24, c'est pas top le ski. Et on était dans un hôtel très sympa, avec des gens très sympathiques. Et pourtant, moi, je commençais à faire la gueule. Et il a fallu que ce soit mon fils qui me rappelle en permanence combien on avait la chance d'être là. Parce que lui, je le voyais toujours enthousiaste. Parce que quand il skiait pas, il allait à la luge, ou il allait s'éclater avec ses potes. Et je me suis dit, en fait, on a vraiment intérêt, parfois, de ne pas grandir. Voilà. Parce qu'on devient con avec l'âge. Pour ça, quand on dit, tiens, regarde, à 16 ans, ou 14 ans, ou 15 ans, c'est l'âge bête, il faut se poser la question de qui on parle exactement, quoi. Voilà. Est-ce que c'est l'âge bête de l'enfant, ou est-ce que c'est cet âge que nous, on n'arrive pas à gérer, parce que nous sommes devenus des personnes qui sont incroyablement négatives. Bon, maintenant, l'excuse, la vraie excuse, c'est que c'est neurologique. Donc, le principe de base, là, c'est de comprendre que l'expérience va faire que toutes les expériences négatives, les pensées négatives, vous les mettez dans la mémoire implicite. Alors, je sais que c'est pas juste, mais c'est comme ça. Sauf que, on s'est rendu compte aussi, grâce aux IRM-F, les IRM fonctionnels qui permettent, comme l'expliquait le professeur Joyeux l'autre jour, de lire comment fonctionne un cerveau, on s'est rendu compte que finalement, il y avait des personnes qui réussissaient à transformer ces expériences positives en connexions neuronales et à les mettre dans la mémoire implicite. Maintenant, il y a aussi une chose qui est vraie, c'est que les choses ne sont pas justes. Les choses ne sont absolument pas justes. Ok ? Si vous travaillez par exemple sur la dimension positive, eh ben, sachez qu'en fait, il faut 5 fois plus de pensées positives ou d'expériences positives pour compenser une expérience négative. Ça veut dire plein de choses, ça. Ça veut dire plein de choses dans notre vie. Ça veut dire que quand on s'essaye à apprendre quelque chose de nouveau, on a intérêt d'avoir des expériences positives dès le départ. C'est pour ça que nos amis de Suzuki, de la méthode Suzuki ou de Spartak, s'assurent à chaque fois d'avoir un début d'expérience positive. C'est pour ça que les coachs qui sont dans cette salle vous diront que lorsqu'on amène quelqu'un vers la mise en place de son objectif, on doit commencer par des petites actions faciles. Parce que c'est rassurant. Parce que ce que nous sommes, mes seigneurs, ce n'est pas la somme de ce que vous allez faire une fois dans votre vie, de façon grandiose, mais ce que vous faites tous les jours, de façon petite. C'est ça qui façonne qui vous êtes. La confiance en soi, ça ne se construit pas parce qu'une fois, vous avez été un héros. La confiance en soi, ça se construit parce que de temps en temps, vous osez. Vous osez être. Vous développez et vous acceptez la notion de courage
Et le courage, je vous rappelle que c'est poser une action même quand j'ai peur. Donc, comme je vous dis, il faut 5 interactions positives pour compenser une interaction négative. Maintenant, imaginez ce qui se passe dans le couple. Vous comprenez que vous devez avoir 5 gestes, 5 interactions positives pour compenser une interaction négative. C'est-à-dire que quand tu as une réflexion désagréable ou pas sympa, derrière, il faut que tu rames. Il faut que tu rames vraiment pour juste rattraper le niveau. Et ça ne veut pas dire que vous êtes dans le grand amour, ça veut dire que vous êtes dans une relation dite normale. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que pour être positif, il faut bosser. Pour réussir nos domaines de vie, il faut bosser. C'est rigolo de voir que l'Internet et le développement personnel, avec un truc qui m'agace profondément, c'est ce qu'on appelle les lancements orchestrés. Je ne supporte pas ce truc. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui va lancer un produit et tu as 5 de ses copains qui vont dire « c'est génial, achète-le, mais je te fais un cadeau, achète-le, 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 achète-le ». Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que dans cet univers-là de l'entrepreneuriat, on nous dit que Internet, c'est le nouvel Eldorado, que c'est simple, qu'on peut gagner beaucoup d'argent et qu'on peut s'arrêter de travailler demain et qu'en faisant peu d'efforts, limite avec 4 heures par semaine, je paraphrase un peu Tim Ferriss, mais je plaisante à peine, vous pourriez avoir une grande réussite. C'est des conneries tout ça. Vous savez, moi j'ai eu la chance d'être en contact avec des champions du monde, des champions olympiques, dans toutes les disciplines, la natation, le tennis, le football, le judo, le karaté, le kickboxing, l'athlétisme. J'ai travaillé avec des très grands de l'univers de la télévision, des animateurs télé, des animatrices, des grands de la pop. J'ai encore l'honneur de travailler avec un monsieur qui s'appelle David Guetta. Alors quand vous les regardez, ces gens-là, c'est pas des petits, hein, c'est des très grands. Mais je peux vous garantir qu'ils ont tous un point commun. Cette réussite qu'ils ont très grande, elle est aussi directement liée à la capacité de travail qui est la leur. C'est tous des bosseurs. J'ai 2 de mes clients qui sont des milliardaires, mais pas des milliardaires de l'Internet, où on dit tu vas devenir milliardaire grâce à l'intelligence financière en 3 mois. Non, non, non. Ce sont des vrais milliardaires. Avec les yachts qui vont bien, avec l'avion privé qui va bien, avec des affaires florissantes. Mais je peux vous garantir qu'une fois encore, les mecs, c'est des putains de bosseurs. Donc vous devez comprendre une chose, c'est que pour avoir une vie heureuse, ça demande de l'effort. Et que le monde du développement personnel nous a vendu une fausse promesse. C'est qu'avec un peu de visualisation et de bonnes émotions, on pouvait obtenir tout ce qu'on voulait. La loi d'attraction, elle a ses limites, mes loulous. Mais la loi d'attraction, elle oublie aussi une chose. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on retrouve le goût de l'effort. Absolument tout dans notre société nous amène à ne pas faire d'efforts. Mais vous savez, d'avoir un corps comme le tien, espèce de petit salaud, ça demande de l'effort. Il est là, Arthur, il n'est pas là, Arthur. Arthur, t'as remarqué comment tous les hommes t'ont détesté quand t'es arrivé l'autre jour ou pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on déteste? C'est pas toi parce que t'es mignon, t'es sympathique, t'as l'air très intelligent et franchement tu dégages quelque chose de superbe. Mais on se dit, mais merde, lui, il les a fait les efforts que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Parce que lui, il a des plaquettes de chocolat et moi j'ai de la mousse. Et c'est pas normal. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a rien sans effort. Et vous ne pouvez pas prétendre d'avoir une vie heureuse sans faire les efforts nécessaires. De réussir son couple, c'est complexe un couple. Et je peux vous en parler, c'est mon 3e mariage, et si Dieu veut, c'est le dernier, je ferai tout pour. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est complexe. Un homme, une femme, 2 visions du monde, 2 cultures différentes. Moi, je suis ashkénaze, elle est séfarade. Imaginez le syndrome. C'est dur, c'est complexe. Ça veut dire que je sais, moi, pour l'observer tous les jours, combien de fois elle se réfrène pour ne pas me sauter au visage et m'arracher les yeux et toutes les joues qui vont avec. Et moi aussi, ça m'arrive de temps en temps.
Tout comme j'imagine que ça arrivait régulièrement à ma mère d'avoir envie de nous buter et nous balancer dans le poêle autrichien. Mais grâce à Dieu, nous vivons dans une société où c'est interdit et apparemment, ça l'a empêché de le faire. Ok ? Mais ce que je veux que vous compreniez là, surtout, c'est que on n'a rien sans effort. Et pour être positif, ça demande des efforts. Mais des efforts qui ont un prix qui est juste hallucinant. Parce que quand on est positif, en fait, on fabrique toute une biochimie embarquée qui est plutôt agréable. Avant ça, je vais revenir sur un tableau que je vais vous commenter. Ça va être plus simple. Juste pour que vous compreniez à quel point, finalement, ces systèmes d'exploitation qu'on a mis en place, d'évitement, de recherche, et de connexion et de lien, structurent votre vie. Et à quel point, je veux que vous entendiez ça aussi, vous avez le choix, à chaque instant, d'être dans une réflexion consciente. Ça aussi, on va en parler un tout petit peu de la conscience. Eric Berne, le père de l'analyse transactionnelle, disait que la conscience, c'est savoir ce qui se passe maintenant. Et il rajoutait plus tard, à travers les 5 sens. Donc déjà, la vraie question, c'est sommes-nous vraiment conscients au quotidien, compte tenu de cette définition-là? Après, moi, j'ai observé la conscience chez mes clients par rapport à leurs actes. Hier, j'ai malheureusement pas été jusqu'au bout de la conférence du professeur Joyeux sur le bien agir, mais il insistait combien de fois sur la responsabilité et des conséquences de tes actes. Quand tu deviens responsable des conséquences de tes actes, tu deviens conscient. Parce que pour moi, la définition de la conscience, c'est d'avoir une représentation mentale très claire, des conséquences positives ou négatives, pour moi, si je continue d'avoir ce type de fonctionnement, de pensée ou de comportement. Je répète parce que c'est important. La conscience, c'est d'avoir une représentation mentale très claire des conséquences, pour moi, de mes modes de fonctionnement, de pensée et de comportement. Et je vous dis une chose, on ne change pas ce dont nous n'avons pas conscience. Et que la plupart des gens confondent connaissance et conscience. Et que si c'était la connaissance permettait la conscience, ça se saurait. Et tous les fumeurs ne fumeraient plus. Pour la simple et bonne raison, c'est que sur un paquet de cigarettes, c'est marqué « fumer tue » ou « donne le cancer ». Et que ce n'est pas quelque chose d'obligatoirement sympathique. Mais les industriels, ils ont compris que de toute façon, tant que ça ne passerait pas la barre de la conscience, ça ne posait pas de souci. Juste une information intéressante, quand les différents États ont imposé aux grands fabricants de cigarettes d'inscrire comme l'information que la cigarette tuait et qu'elle donnait le cancer, ils n'ont donné aucune instruction quant à la typologie ni la taille. D'accord ? Donc, ils s'attendaient à ce que les industriels mettent ça en tout petit. Sauf que ces mêmes industriels se sont attachés les services d'un très grand professionnel en neuromarketing qui leur a dit « si vous mettez ça en petit, ça va être suspicieux ». Les gens vont se poser des questions. Ils vont développer le doute, l'interrogation des représentations mentales, les représentations mentales, une conscience. Et vous avez plus de risques si vous l'écrivez en tout petit que si vous l'écrivez en très gros. Bon, les industriels ont eu peur, ils ont fait des tests, et les tests ont été juste à 90%. C'est que quand on marque quelque chose en gros, le cerveau trouve ça tellement gros que de toute façon, il ne se pose pas de questions. Ça reste dans la sphère de la connaissance et ça ne rentre pas dans la sphère de la conscience. Alors maintenant, c'est vrai que la sphère de la connaissance, c'est la première porte ouverte sur la conscience. D'ouvrir un bon bouquin de développement personnel, ça va nous donner des idées. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai une bibliothèque où il y a, je ne sais pas, peut-être 1000, 1500 livres de développement personnel. J'adore. Et de toute façon, je suis livre de développement personnel addict. C'est dès qu'on en parle d'un, je le note, je l'achète. D'ailleurs, ce qui fait que je dois avoir au moins 200 bouquins à lire, là, en commande. Okay ? Mais le problème, vous l'aurez compris, c'est que ce qui est important, ce n'est pas ce que je sais, c'est ce que je fais de ce que je sais. Parfois, les personnes viennent me voir et me dire « Tu peux me donner la liste des bouquins qui sont vraiment intéressants, qui ont changé ta vie ?» Je peux le faire. Maintenant, si vraiment tu veux un conseil avisé, je vais t'en donner un seul. Et cette année, tu l'appliques. L'année prochaine, je t'en donne un autre.
et tu l'appliques. Ça veut dire quoi? Tu vas le décortiquer, ce bouquin. Tu vas le comprendre. Tu vas le lire, tu vas le relire. Avec mon épouse, on étudie quelque chose qui s'appelle le Tanya. Le Tanya, c'est une étude du mouvement de la Torah. Et le Tanya étudie notamment le Zohar. Le Zohar, c'est la Kabbale. Alors, d'abord, petite précision, nous n'étudions pas la Kabbale pour la simple et bonne raison, c'est que ceux qui prétendent étudier la Kabbale ou la transmettre disent n'importe quoi, parce que pour d'abord avoir le droit d'apprendre à étudier la Kabbale, il faut avoir un minimum de 40 ans et d'avoir fait entre 15 et 20 ans d'études dans une yeshiva sur la Torah et l'enseignement talmudique. Pourquoi? Parce que si vous recevez l'enseignement de la Kabbale sans avoir la capacité de recul et à travailler sur un autre système qui est très puissant qui s'appelle la Gemara, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que vous devenez dingue. Donc quand Madonna nous dit qu'elle est kabbaliste, je lui dis grand merci, mais calme-toi ma chérie. Voilà. En revanche, quand on étudie ça, faut juste comprendre que ce livre qui a été écrit par un homme, qu'il a écrit en 20 ans, il passait parfois 6 semaines sur une lettre. Quand on étudie ça, pour comprendre une phrase, on passe parfois 4 sessions de 2 heures. C'est-à-dire qu'on va faire 8 heures sur une phrase, juste pour comprendre pourquoi il a dit cette phrase. Ce qui est un truc incroyablement frustrant et incroyablement stimulant. Parce que, intellectuellement parlant, c'est hyper puissant. Mais j'ai compris que ça nous amenait aussi à quelque chose qui s'appelle l'humilité et que parfois c'est important de dire... Combien de fois j'ai des personnes qui disent « c'est bon, j'ai lu Tony Robbins, je connais, et je voudrais autre chose. » Non, lire Tony Robbins, c'est une chose. Appliquer à la lettre ce qu'il y a dans son bouquin, mon petit chou, ça va te prendre toute une vie. Donc prends-toi le temps. Et considérer une chose, c'est que par rapport à tout ce qui va être positif, tout ce qui va être la connaissance, attardez-vous à appliquer. Il y a de ça quelques années, le Dalai Lama vient en France et mon meilleur ami, Paul, qui est passionné de bouddhisme, ça tombe le jour de son anniversaire. Donc j'y viens, écoute, je t'ai organisé ça, on va voir le Dalai Lama pour ton anniversaire. J'ai adoré rencontrer cet homme parce que d'abord il arrive, un petit monsieur avec une casquette de baseball américain, parce qu'il y avait beaucoup de projecteurs. Moi je pensais qu'on allait faire un petit truc intimiste, on était juste 12 000, donc on était en intimité avec 12 000 personnes. Et quand il est arrivé, il a dit voilà, la seule chose que je voudrais vous dire, c'est que ce que vous devez faire dans cette vie, c'est incarner. Incarner, ça veut dire applique. Vous savez, à travers les ateliers, et j'ai eu la chance d'abord j'ai eu la chance de connaître certains des intervenants, et puis j'ai eu la chance d'échanger avec les autres intervenants, et je pense très sincèrement que vous ne mesurez pas la chance que vous avez d'être en contact avec ces brillantes personnes. Vraiment. Je ne parle pas de moi. Je parle vraiment de tous ceux qui sont ici. J'ai notamment une chose que je dois aussi dire, c'est que si je suis là aujourd'hui à vous parler avec passion, c'est parce qu'un jour, j'ai rencontré l'autre couillon de Bernard Barrel, qui m'a formé à la PNL et qui m'a donné le déclic de m'intéresser au développement personnel alors que j'étais un jeune con formé à la psychologie. Et que la façon dont il enseignait, la pédagogie qu'il m'a offerte, ça m'a amené à m'interroger et en fait il m'a transmis quelque chose qui s'appelle la passion. Mais pas transmis la passion pour rien. Vous savez, l'autre jour je donnais une émission, je suis expert pour l'émission qui s'appelle Toute une histoire de Sophie Davant. Et l'autre jour on faisait une émission qui m'a intéressé et je voulais impérativement la faire et seul, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on parlait des enseignants. Et il y avait sur ce plateau 2 enseignants, une enseignante et un enseignant qui avaient vraiment marqué la vie de ces personnes, qui voulaient les remercier aujourd'hui. Et ce que je leur disais pendant cette émission, et vous ne pouvez pas contredire ça, c'est interdit, si vous le faites, de toute façon, je vous envoie ma mère. Remarquez qu'on a tous été bons dans des disciplines dans lesquelles on a eu un professeur passionné, passionnant et positif. Vous savez, la PNL, elle a été créée par 2 fondateurs qui s'appellent Bandler et Grinder. Quand je suis allé me former avec Bandler et Grinder, j'ai pas du tout kiffé. Mais pas du tout.
Pédagogiquement, Ben Lor, je trouvais que le mec, il était barré et pas du tout cohérent. Il nous enseignait une discipline humaniste alors qu'il ne l'était pas du tout. Grinder, tu avais le sentiment qu'il te regardait avec des yeux, vous savez, les yeux du Tex Avery avec les dollars qui tournent à l'intérieur, là. Et je ne les ai pas trouvés amusants, kiffants. Et puis, je suis en contact avec Bernard. Un mec avec l'accent du Sud, de Carcassonne. Avec un mec qui va pas te parler d'ancrage, qui va te le faire vivre. Qui va pas te parler du VACOG comme quelque chose de structurel, mais qui va t'expliquer que ton visuel, tu peux le développer, ton kinesthésique, tu peux le développer, ton olfactif, ton auditif, tu peux l'améliorer. Et parce qu'il est passionnant, parce qu'il est passionné et qu'il est incroyablement positif et qu'il a la patience, il va donner l'envie à ce jeune petit con que j'étais de devenir le grand con que je suis, mais dans le développement personnel. Donc c'est un petit clin d'œil, j'en profite pour te remercier mon loulou. Et je vais donc revenir maintenant de façon un peu plus détaillée sur le système. Ces 3 systèmes dont je vous ai parlé, l'évitement, la recherche et le besoin de connexion, vont générer des besoins fondamentaux, vous l'aurez compris. Il y a un premier besoin qui va être le besoin de sécurité. Nous avons tous un besoin de sécurité. C'est comme ça. Il est organisé et structuré par notre cerveau. Nous avons tous aussi besoin de satisfaction. Parce que si tu as la sécurité mais que tu n'as pas de satisfaction, tu vas développer qu'une seule chose dans ta vie, la paranoïa. Et du coup, tu ne seras pas en lien avec le 3e besoin fondamental qui est celui d'être en connexion. Alors c'est vrai que vous et moi, on a souvent besoin d'être seul. Ça peut m'arriver. Ça m'est arrivé hier matin, à 5h du matin, où là, je me lève et j'ai ma femme, je vais me retrouver seul, je vais bosser un tout petit peu. Elle te dit gentiment, reste avec moi. Mais au-delà du fait que j'étais éveillé et que j'avais envie de travailler, j'avais aussi envie d'être seul, parce que parfois, d'être dans la proximité, d'être en contact avec les membres de sa famille, des autres, c'est important aussi d'avoir des espaces pour soi. Et c'est important, écoutez-moi bien, de se traiter en première classe et d'écouter ses besoins. Parce que, ou vous vivez dans la satisfaction de vos besoins, ou vous vivez dans la frustration des besoins des autres. Et une fois encore, tout a des conséquences. Donc c'est important de connaître et d'identifier ses besoins. Et c'est OK à un moment donné de dire, non, j'ai besoin d'être seul. Et quand je fais ça, je ne me positionne pas contre toi ou contre les autres. Je me positionne pour moi, parce que j'ai envie de me retrouver. Ça peut être parce que j'ai envie de lire ces fameux livres que j'ai en retard. Ça peut être aussi simplement pour un moment de détente ou un moment de sport. Ou simplement un moment de bulle. Mais c'est important d'être conscient et d'être au clair avec ses besoins. Et c'est aussi important de communiquer autour. Jacques Salomé disait ça très bien, il disait, un jour je le rencontrais, on parlait des échanges. Jacques Salomé est un bel homme qui aimait les femmes. Et je pense qu'il les aime toujours. Et on parlait de la relation de couple, combien c'était difficile. Et un jour il me disait, tous les êtres humains sont frappés d'un syndrome qui s'appelle « Excuse-moi de ne pas répondre à la question que je ne t'ai jamais posée ». Les personnes ne posent pas de questions, les personnes ne communiquent pas, et tous jouent aux devinettes. Combien de fois vous avez entendu, et moi aussi j'ai entendu, mais dis-moi, si tu as ce besoin, va lui dire. Il doit le savoir. S'il m'aime, il doit le savoir. Ben non, il ne doit pas le savoir. D'abord parce que c'est un mec, et qu'un mec, par définition, c'est con en termes de relation. Hein. Maintenant, je ne vous dirai pas ce qu'est la femme, mais un trop de débat. Donc c'est important de parler, d'échanger, de communiquer et de parler de ses besoins. Parce que quand on n'est pas au clair avec ses besoins et quand on ne les vit pas, on vit de la frustration. Et vous allez voir que la frustration, c'est pas bon. Hein. Vous avez 4 façons de vivre le monde à travers vos états internes. Il n'y en a pas 36 000, il y en a 4. Vous pouvez être en haute énergie positive, en basse énergie positive, vous pouvez être en haute énergie négative ou en basse énergie négative. Vous allez voir que vos états internes
Votre mode de fonctionnement et votre énergie se situent dans ces 4 sphères-là, pas d'autres. Et vous allez passer de l'une à l'autre. Quand je suis en haute énergie positive, enthousiasme, l'amour, le défi, l'envie, le désir, kiffant. Puis parfois, je dois être en basse énergie positive, le calme, le repos, la solitude, la détente, la relaxation. Malheureusement, parfois, je passe dans un autre mode. Et je vais stimuler mon système nerveux autonome sympathique, alors qu'avant, je stimulais mon système nerveux autonome parasympathique. Quand je stimule mon système nerveux autonome sympathique, je vais par exemple être en haute énergie négative. La colère, la frustration, la discorde, la rage. Et bien en fait, le problème c'est que quand vous êtes ici, vous fabriquez quelque chose, alors on fabrique adrénaline, dopamine, mais on fabrique aussi un truc qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est une substance très puissante dans le cerveau humain, le cortisol. Très puissant, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la substance qui vous réveille de votre coma quand vous êtes dans votre sommeil paradoxal le matin. Quand vous êtes dans un sommeil paradoxal, vous êtes dans un sommeil très, très, très profond. Pas longtemps, mais très, très, très profond. Et d'ailleurs, si vous faites un IRMF ou un électroencéphalogramme à ce moment-là, vous verrez que le résultante est quasi à 2% près, équivalente au coma. Donc autant vous dire que vous êtes dans un état comateux. Pour vous faire revenir de là, il vous faut une substance chimique qui va vous envoyer une décharge puissante, qui s'appelle le cortisol. Mais maintenant, le cortisol, vous fabriquez aussi quand vous êtes en colère. Alors, que je vous raconte quand même cette histoire, quand vous passez 5 minutes de colère ou dans une grosse frustration, vous fabriquez tellement de cortisol dans votre corps que ça devient un poison. Et du coup, le cerveau humain, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une armée complète qui s'appelle les défenses immunitaires pour dégager le cortisol à travers essentiellement les urines et les glandes sudoripares. Il va se passer un truc. C'est que pendant ces 5 heures, 5 minutes de colère, 5 heures, pendant 5 heures, vos défenses immunitaires sont réduites à néant parce qu'elles se chargent de dégager ce poison de votre corps. Et pendant 5 heures, vous êtes aussi à fleur de peau. Ça veut dire quoi? Tu t'engueules avec Dupont au boulot à 15 heures. Grosse frustration, gros énervement. Tu penses que c'est terminé, tu arrives chez toi, il est 19 heures. Et ta femme va te regarder et te poser la question qui tue. Ça a été ta journée aujourd'hui? Et là, tu sais pas pourquoi, tu vas t'énerver pour rien. Non seulement elle va prendre cher, mais en plus toi, tu repars pour 5 heures. Alors il y a aussi une autre difficulté avec le cortisol. C'est que le cortisol, en fait, naturellement, il est dans le sang. Donc s'il est dans le sang, il monte au cerveau. Et vous savez ce que le cortisol il fait dans le cerveau? Il tue les cellules de l'hippocampe. Et l'hippocampe, il a pour fonction de remettre les choses au calme, de calmer le jeu. Ça veut dire que, curieusement, plus je suis en colère, plus je suis frustré, plus je suis énervé, et plus je suis en train de fabriquer un système qui va faire que je vais être de plus en plus énervé, frustré, en colère. En clair, je suis en train de me tuer à petit feu. Avec, et c'est surtout pour vous, mesdames, un principe, c'est que le cortisol stocke les graisses. Alors pourquoi je vous dis pour vous, mesdames? Parce qu'il stocke chez vous les graisses de 2 façons. Pour nous, les graisses en règle générale, pour vous en règle générale, et aussi en tissu adipeux. À chaque fois que vous fabriquez trop de cortisol, vous fabriquez de la cellulite. C'est dommage. Donc le fait d'être bien, le fait d'être au top, et rien que ça, c'est un argument pour travailler sur son cerveau, merde. Ok? Si vous voulez être cool et vous sentir à l'aise et belle à la plage, soyez zen. Au passage, soyez zen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler l'inverse de ma haute énergie négative. Pour la contrebalancer, il faut que je rentre dans ma basse énergie positive. En priorité. C'est plus facile de contrebalancer la haute énergie négative par la basse énergie positive que la haute énergie positive. D'accord?
Quand je suis dans la basse énergie positive, pour ceux qui ont fait de la cohérence cardiaque, on va plutôt être dans des schémas de cohérence, plutôt que dans des schémas d'incohérence, et on va fabriquer de la DHEA. Cette DHEA, elle va contrebalancer le cortisol. Vous devez comprendre aussi que nous avons tous une fonction d'équilibre. Si je veux plier ce biceps ici, pour le ramener à l'état normal, j'ai besoin d'un triceps. Mes abdominaux vont compenser mes lombaires. Si je prends du glucose, je vais développer de l'insuline. Tout est une fonction d'équilibre et de biochimique. C'est notre système homéostasique qui fonctionne comme ça. D'accord ? Donc, parmi ces trois systèmes d'exploitation, il y en a un qui va me faire éviter le danger. D'accord ? C'est mon système d'évitement. Donc là, je vais développer tous les mécanismes de sécurité personnelle. Il y en a un autre qui va me pousser à me rapprocher des récompenses, de chercher la satisfaction. Et puis il y en a un autre, donc c'est le système de recherche, et il y en a un autre qui va m'amener à m'attacher aux autres, à être en connexion. Et c'est ce qu'on appelle le système d'attachement. Alors, pourquoi ils sont importants ? Parce qu'en fait, ces trois systèmes, construire intégralement votre vision du monde. Vous savez, chaque jour, vous avez 60 000 pensées, et on sait aujourd'hui que, selon les personnes, de 96 à 98% d'entre elles sont les mêmes qu'hier. Donc, nous vivons tous les jours une journée du Canada Dry. On pense que c'est une journée différente, mais en fait, c'est la même journée qu'hier, exactement. Pourquoi ? Parce que nos schémas mentaux sont les mêmes. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, notre biologie est la même. Ces stratégies, ces systèmes vont organiser quoi ? Nos besoins. Alors, je vais dérouler ça avec vous. Je vous ai dit il y a quelques instants, ma stratégie d'évitement, elle va faire que je vais avoir un besoin de sécurité. Ma recherche, la satisfaction, et l'attachement, la connexion. Mais elle va aussi nous amener à avoir une vision du monde en termes de défis. Par exemple, la stratégie d'évitement, elle va avoir comme capacité d'anticiper toute forme de menace dans ma vie. La recherche de satisfaction, elle va, son défi, ça va être de faire attention à la perte. Je vais avoir peur de perdre les choses. L'attachement, lui, son défi, c'est de ne pas se faire rejeter. Donc déjà que ça organise mes besoins, mais ça organise également les grands objectifs, les grands projets que je peux avoir. Donc l'évitement va prendre en charge la notion de risque dans ma vie, la recherche va prendre en charge tout ce qui va être opportunité. Je vais rechercher des opportunités. Et puis l'attachement va me pousser à m'orienter à avoir des relations avec les gens, quels qu'ils soient. Donc naturellement, puisque j'ai des besoins, j'ai des défis, je vais aussi avoir des prises en charge. Et donc, en fait, on va se rendre compte que ces trois systèmes-là vont déterminer ce qui, pour moi, dans ma vie, est prioritaire. Si mon système d'évitement, il est clair, ma priorité à lui, c'est quoi ? Eh bien, je vais éviter tout ce qui va être la régression. Je vais éviter de perdre les choses. Je vais éviter les situations de danger. Je vais éviter les situations difficiles qui me remettent en question. Tout ce qui va être source de négatif. La recherche va me pousser à avoir des priorités, à vouloir m'améliorer. Le système de recherche fait que c'est grâce à lui que j'ai envie de m'améliorer, de devenir quelqu'un de meilleur, de passer au niveau supérieur. L'intimité, sa priorité, ça va être plusieurs choses. Ça peut être l'intimité, ça peut être l'estime de soi, c'est la sexualité. Je vais avoir besoin de cet échange intime, profond et agréable. Mais maintenant, ça va aussi coordonner et conditionner ce que je vais apprécier chez les autres. Vous voyez, par exemple, l'évitement, il va apprécier chez les autres des personnes qui vont me rassurer. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais en fait, de ces trois stratégies-là, il y a deux modes de fonctionnement. Vous comprendrez.
ou je les active ou je les désactive, ou je suis réceptif ou je suis réactif, ou je suis au clair ou je ne suis pas au clair. Mais par exemple, ce que j'apprécie chez les autres, si je suis dans une stratégie d'évitement, ça va être d'être rassuré. Si je suis dans une stratégie de recherche, je vais chercher l'encouragement. Et naturellement, dans l'attachement, je vais apprécier la sympathie, la cordialité, la fraternité. Je vais développer des capacités aussi. Immobilisation, combat et fuite pour l'évitement, recherche, quête, sens pour la recherche, l'empathie pour l'attachement. Et du coup, ça va aussi organiser tous les penchants que je vais avoir en termes de mode de fonctionnement et de comportement. Par exemple, mon évitement, il va me pousser à être prudent, à vouloir me battre, à fuir. Regardez, vous avez tous déjà vu un documentaire animalier où on voit un lion qui va se bouffer une gazelle. Alors, au départ, la réaction de la gazelle, c'est quoi? La fuite. Okay. Ensuite, elle va se trouver acculée. Elle va être en mode combat. Okay. Et ensuite, elle va s'apercevoir qu'elle ne peut rien faire et elle se laisse aller. Elle va être inhibée. Ça, ce sont les stratégies d'évitement qu'on retrouve chez l'homme. Dans certaines situations, il y en a qui vont éviter les obstacles, la difficulté, l'adversité. Et croyez-moi que nous avons tous la capacité d'inventer des excuses extraordinaires. S'il y a bien une chose que les animaux n'ont pas, c'est des excuses. Tu as rarement un animal qui vient te voir, écoute, tu sais quoi, j'ai fait une connerie tout à l'heure, je suis allé chier dans la chambre de ta fille, mais vraiment, excuse-moi, c'est parce que j'avais un peu de diarrhée, et je trouve que le changement d'alimentation que tu m'as donné en ce moment n'est pas très très bon. Reviens sur les anciennes croquettes, d'accord ? Non, un animal, il assume, il sait qu'il va se faire engueuler, mais il assume. Et l'être humain, lui, il a développé cette capacité à s'excuser. Une excuse, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des disciplines du coaching et des disciplines associées. Et dans ce livre, je dis que les excuses, c'est un concept humain inventé pour me permettre de justifier d'avoir posé une action ou pas. Et croyez-moi, vous allez avoir deux types de populations en face de vous. Les personnes qui ont des échéances et ceux qui ont des excuses. C'est un principe de base. Mais chaque fois que vous mettez en place une excuse quant à un acte que vous ne voulez pas poser, ou que vous devriez poser d'ailleurs, ou quant à quelque chose que vous pensez ou pas, eh bien à chaque fois que vous développez cette excuse, croyez-moi, vous limitez d'autant l'estime de soi et la confiance en soi. Merci. Merci. Le penchant comportemental pour la recherche avec l'enthousiasme, l'excitation. Là, je suis en mode poursuite. Je suis à la poursuite de mes rêves, de mes modes de fonctionnement. Et puis, le comportement pour l'attachement, ça va être la sociabilité. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs modes qui peuvent être des modes réceptifs ou des modes réactifs. Donc, comprenez une chose, c'est que tant que vous avez le sentiment que vous nourrissez un besoin fondamental, que ça fonctionne pour vous, vous êtes en mode réceptif. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous vous sentez en sécurité? Si la réponse est oui, le système d'évitement, il est réceptif. Et ce que ça va déclencher derrière, je me sentirai en paix, en calme. Ce qui doit être la chose la plus importante, je vais revenir là-dessus dans quelques instants, parce que pour moi, la paix intérieure est la résultante de tout ça. Vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Vous vous sentez satisfait ou pas dans votre vie? À la réponse positive, eh ben en fait, c'est le système de satisfaction qui sera en mode réceptif. Et là, souvent, on sent de la gratitude, de la joie, un sentiment d'accomplissement, un sentiment d'enthousiasme. Et puis enfin, si vous vous sentez connecté avec les gens, c'est lui le système d'attachement qui sera en mode réceptif. Et puis, c'est tout le sentiment d'appartenance, le fait d'être en lien avec les gens, de pouvoir rentrer facilement en contact avec une personne. Et tout ça nourrit quelque chose d'important, mes seigneurs, qui s'appelle la confiance en soi. Donc, tout ce que vous êtes, votre perception du monde, votre vision du monde, la posture que vous avez vis-à-vis du monde, la façon dont vous gérez les situations, la façon dont vous vous comportez face aux difficultés est toujours conditionné au fait que vous êtes ou en mode réceptif ou réactif par rapport au système
d'attachement, au système de recherche et au système d'évitement. Maintenant, je vous disais tout à l'heure, oh ça marche bien quand on se lève, c'est énorme. Je m'aperçois que je dois faire caisse de résonance, c'est cool. Tout à l'heure, je vous disais un truc intéressant. Je vous disais que je voulais vous apprendre à être positif. Alors, vous devez comprendre une chose, c'est que le simple fait de vivre une expérience positive n'est pas suffisant pour contrebalancer les expériences négatives. Et vous pouvez arriver, avec un petit peu d'entraînement, à faire qu'une expérience positive équivaut à une expérience négative. Maintenant, il y a de nombreuses études qui ont été menées, notamment par l'université de Berkeley aux États-Unis, l'université de psychosociologie, sur est-ce que je me sens satisfait et heureux dans ma vie. Et on s'est rendu compte que quand on avait 3 fois plus d'expériences positives dans une journée que d'expériences négatives, 3 fois plus, les personnes avaient un premier indicateur qu'ils étaient heureux dans leur vie. Okay ? Maintenant, en vrai, de vous à moi, des situations positives, vous en avez des centaines dans votre journée. Des centaines. Mais on n'y prête plus attention parce qu'on les considère comme normales. C'est la raison pour laquelle le maître mot va devenir la conscience. Parce que je ne sais pas pour vous, mais de respirer, c'est un kiff. Je vous dis ça parce que j'ai un de mes clients qui, lui, a une sclérose en plaques. Et quand on se fait notre heure de coaching via Skype, il est hyper concentré pendant 1 heure et on ne peut pas faire plus. Parce qu'il me dit, tu sais, moi, pour respirer, il faut que je me concentre sur chaque respiration. C'est-à-dire qu'il a développé cette capacité extraordinaire de m'écouter et d'incroyablement appliqué. Je peux vous garantir que c'est quelqu'un d'assidu. Mais quand on fait notre séance de coaching, il se concentre sur chacune des respirations. Et toi, tu trouves ça énorme. Quand je sors de ce moment avec Julie, d'ailleurs, il s'était passé c'était une belle anecdote, je vous la raconte, parce que cette Julie dont je vous parlais, qui est cérébrolésée, quand je suis sorti de mon premier coaching avec elle, j'étais réellement bouleversé. Parce que je trouvais tellement injuste que cette jolie jeune fille, pleine de promesses de vie, intelligente, brillante dans les études, ait un basculement de vie complet sous prétexte qu'elle a développé une tumeur et on ne sait même pas d'où ça vient. Quand je suis sorti de là, j'ai appelé mon épouse, je lui ai dit, c'est quoi ? Vraiment, remercie Dieu d'avoir un cerveau qui fonctionne parce qu'on n'imagine pas la chance que nous avons d'avoir un cerveau puissant et qui fonctionne. À ce moment-là, je dois aller chez un autre client et je suis dans un état interne, mais de merde, puissance internationale. Donc je suis dans ma voiture et je dis, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et je mets la radio, je mets sur énergie, je me dis, il faut un truc qui pulse. Et là, c'est David Guetta à la radio. Bon, David Guetta, on aime ou on n'aime pas, mais quand tu écoutes, c'est pas quelque chose qui t'apaise. C'est quelque chose qui te sort au niveau énergétique. Et moi, personnellement, j'aime bien. Voilà. Je ne suis pas le seul, puisque la dernière fois qu'il était à Paris, il y a un monsieur qui est venu dans sa petite box là, qui était Sylvester Stallone, qui lui a dit qu'il s'entraînait qu'avec sa musique. Donc ça veut dire que si Stallone est devenu Rocky, c'est grâce à David Guetta. Donc notez ça dans vos tablettes. Et c'est intéressant parce que je vais passer donc de Julie à un client, alors client dans le monde de l'entreprise. Et j'étais vraiment dans un état interne de merde. Voilà. La musique me change et juste avant de rentrer chez mon client, il y a David qui m'appelle. Il me dit, t'as 5 minutes, je lui écoute, j'ai 5 minutes là pour arriver chez le client et tout. Et c'est une période de vie dans laquelle il se pose des questions métaphysiques. Quel sens je donne à ma vie ? Et on a eu cette conversation la veille. Et je vais faire un petit homework là-dessus. Et je dis, David, je vais te dire un truc. Je veux juste que tu saches une chose, c'est qu'il y a 20 minutes, j'étais par terre, énergie très très basse, et j'écoutais une de tes musiques. Et ça a changé mon état interne. Et parce que ça a changé mon état interne, je suis quelqu'un de différent. Et je ne suis pas resté dans la tristesse. Et ça, c'est grâce à toi. Et je veux que tu comprennes que si tu fais ça à un mec comme moi, tu fais ça à des millions de gens. Donc peut-être que ton but à toi, grâce à ta musique, quoi qu'il arrive, c'est de rendre les gens heureux. Ou en tout cas, un court espace-temps, les sortir de leurs difficultés dans lesquelles on est tous les jours.
Pour être positif, pour que ça compte, vous allez faire deux choses. La première, c'est quand vous vivez un moment positif, c'est d'augmenter la conscience à travers vos 5 sens. Par exemple, je suis sur le bateau. Hier, j'ai eu la chance de passer un moment agréable avec Guillaume et les membres de ma famille. Et bien, quand j'étais là, j'étais bien. Je regardais Guillaume. Je me suis attardé à regarder son visage. Quand il a bougé, j'ai senti son parfum. Et j'ai compris combien c'était une belle personne, combien il était sympathique. Et combien c'était aussi sympa de partager avec des gens intelligents, qui ont une vision du monde ouverte, avec un regard qui parfois peut être un regard différent du mien. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Merci mon Dieu. Merci de me permettre de rentrer en contact avec des gens comme ça. Merci de me permettre de pouvoir passer ces moments avec ma mère, avec ma fille, avec ma femme, avec mes enfants, avec ma belle-mère. Oui, avec ma belle-mère. Qui n'est pas là, naturellement, mais c'est normal. C'est une belle-mère. Voilà. Donc, on va augmenter la conscience et vous devez avoir une intention de garder ce moment dans votre boîte à bons souvenirs. C'est-à-dire que c'est essentiel que vous fassiez prolonger l'expérience. Parce que sinon, un état interne sympa, c'est fugace. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? C'est quoi les odeurs? Comment je ressens les choses? Et puis ensuite, développez-le. Tiens, je ressens un truc sympa ici. Eh ben, je vais le faire grandir dans mon corps. Et je vais avoir l'intention de garder ça à l'avenir. Et vous allez voir que quand vous avez cette gymnastique-là, en fait, et ben sans le savoir, vous switchez votre système de la mémoire explicite à la mémoire implicite. Je terminerai sur un dernier point que je vais vous livrer comme un cadeau qui est arrivé par hasard. Tu me laisses encore 2 minutes? Ok. Il s'est passé un truc à l'université de Berkeley. Des étudiants, fac de droit, fac de commerce, et un étudiant en médecine, tous des potes, se bourrent la gueule dans une soirée étudiante, et il y en a un d'entre eux qui dit « Les gars, j'ai une idée, on va savoir ce qu'on a dans le cerveau quand on est bourré. J'ai les clés de l'IRM, venez, on va faire des IRM de mecs bourrés, je veux voir à quoi ressemble mon cerveau quand il est bourré. » Alors, ils y vont, c'est une super idée. Il y a quand même l'avocat qui fait « Peut-être qu'on n'a pas le droit. » Ta gueule, j'ai les clés. Bon, vous savez ce que ça coûte un IRM, et vous savez ce que ça coûte un IRM aux États-Unis, surtout avec leur système de santé, ça coûte très très cher. Bon, parce que comme c'est des étudiants et qui sont un petit peu cons et bourrés, ils ne se rendent pas compte que tout est filmé. Donc les mecs, ils ont fait dans la nuit des électroencéphalogrammes et ils ont fait des IRM. Ils en ont fait 16. C'est un truc énorme. Déjà, c'est limite pour le corps, très limite. Et le lendemain, il y a un mec qui est arrivé, il s'est rendu compte de tout ça, c'était le bordel. Il y en avait un qui couchait encore endormi dans l'IRM. Et là, grosse décision de virer ces mecs. Donc ils sont là devant le responsable de l'université qui va les virer quand il y a un mec qui frappe à la porte qui fait « Monsieur, est-ce que je peux vous parler ?» C'est le responsable du service de neurologie qui fait « Écoutez, je suis un petit peu emmerdé. Voilà, je vous explique en 2 mots. Je travaille dans ce département à l'analyse des personnes qui font de la méditation profonde, des moines zen, des moines bouddhistes. Le problème, c'est que pour qu'ils arrivent à des états de conscience modifiés tels qu'on ait un impact sur leur cerveau devant un IRM, il faut 3 heures de méditation. Et bah, en fait, ces petits cons, je ne sais pas comment ils ont fait cette nuit, mais ils ont réussi à avoir la même chose. Et je ne sais pas comment. Et je ne crois pas que ce soit l'alcool. Et donc, il faut essayer de découvrir comment ils ont fait. Parce que c'est quand même une information importante. Ils ont réussi en 3 minutes à faire quelque chose que les mecs ont du mal à faire en 3 heures après 20 ans d'exercice. Comment ont-ils fait? Bah, je ne sais pas. Donc, ils rentrent, voilà, ils leur posent la question, et il y a un des mecs, qui est le mec de l'école de commerce, qui dit, écoutez, on accepte de vous donner exactement ce qu'on s'est dit et fait hier, mais vous ne nous renvoyez pas. Ouais, c'est un commercial. Bon, ils acceptent, et en fait, il s'est passé quoi? Quand les mecs étaient bourrés, ils ont posé une question que je vous donnerai dans quelques instants. Cette question, elle a une conséquence qui est majeure, c'est que quand on se la pose,
et qu'on l'a fait avec une vraie dynamique d'observateur, on ralentit de 85% son activité cérébrale. Quand vous ralentissez de 85% votre activité cérébrale, la conséquence immédiate, c'est que vous retrouvez votre état originel qui s'appelle la paix intérieure. Si vous allez, par exemple, à Tel Aviv ou à Jérusalem, on vous dira bonjour, comme on vous dit bonjour, on dit shalom. Si vous allez au Maroc, on vous dira salam. Ça veut dire la paix. Nous, on va dire bonjour. Eux utilisent la paix. Parce que ces cultures ont très bien compris une chose, c'est que le plus important dans la vie, c'est d'avoir la paix. Parce que quand tu as, curieusement, un espace mental de paix intérieure, il va se passer plusieurs choses qui sont fabuleuses. La première, c'est qu'en fait, vous avez une suractivation sur le mode réceptif de ces trois systèmes. Système donc d'attachement, d'évitement et de recherche. Donc là, on bascule en mode réceptif juste après. Hier, je vous ai parlé des 4 neurotransmetteurs. On dope les 4 neurotransmetteurs dans ce domaine. Et vous allez voir qu'en vous posant cette question, vous allez avoir le meilleur outil de gestion du stress pour peu que vous fassiez deux choses. La première, c'est vous de mettre réellement dans la peau de l'observateur. C'est-à-dire que quand vous allez vous poser cette question à l'intérieur de vous, je vous demande d'être un observateur neutre. Comme si vous observiez, vous attendiez une réponse. Voilà. Et la deuxième, c'est de se poser cette question plusieurs fois. Alors, voilà, la question, elle est simple. C'est, quelle est l'origine de ma prochaine pensée? Donc, vous imaginez quand même des mecs bourrés qui disent, bon, écoute, moi, je veux savoir d'où la pensée vient, donc vas-y, Bob, je vais te poser une question. C'est quoi l'origine de ta prochaine pensée? Grâce à des mecs bourrés. Et vous allez voir que quand vous faites ça, et je vais vous guider dans 2 minutes là-dessus, 2-3 minutes. Quand vous faites ça, en fait, vous développez en fait la même neurologie, le même système neurologique qu'une personne qui fait de la méditation depuis 3 heures. Intéressant quand même. Ok. Donc, vous allez poser vos affaires, posez juste vos affaires. Ça va être la conclusion finale de cette conférence. Vous allez poser vos affaires et vous allez vous installer comme ça dans la peau d'un observateur. Imaginez que vous êtes un chercheur intérieur et vous êtes un observateur de vous-même à l'intérieur. On va faire ça pendant 2 minutes. Juste comme ça, regardez comment vous vous sentez avant et vous regarderez comment vous vous sentirez après. Et si vous en avez l'occasion, faites-le régulièrement dans la journée. Ces 2 minutes-là vont vous permettre de... Je vous poserai éventuellement d'autres petites questions pendant l'exercice, mais installez-vous là-dedans et maintenant posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui est à l'origine de ma prochaine pensée? Qu'est-ce qui est à l'origine de ma prochaine pensée? Essayez d'observer d'où ça vient. Qu'est-ce qui est à l'origine de ma prochaine pensée? Quelle est la couleur de ma prochaine pensée? Quelle est l'odeur de ma prochaine pensée? Quelle est l'origine de ma prochaine pensée? Quelle est l'origine de ma prochaine pensée?
Vous allez pouvoir revenir tout doucement ici maintenant, en ouvrant tout doucement les yeux. Qui a remarqué qu'il y a... D'abord, vous aviez du mal à faire venir des pensées? Levez la main. Ok. En fait, on se rend compte que quand on fait ça, la conséquence majeure, c'est que le nombre de pensées qui vient, c'est quasiment très 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 limite. Et vous allez voir que plus vous allez le faire, plus il n'y aura plus aucune pensée qui vient. Et curieusement, avec ce petit exercice, vous allez réussir à développer ce qu'on appelle le mental blanc, en fait, en vrai. L'autre conséquence de ça, c'est que quand vous faites ça, tous les fabricants de neurotransmetteurs dans le cerveau, en fait, sont apaisés également. C'est comme si vous faisiez une vidange du système de stress. Petit exercice facile, simple à mettre en place, que vous pouvez mettre en place partout, et que vous pouvez conseiller à tous vos clients avant une prise de parole en public, par exemple. On va être dans un état de calme et de paix avant un tournoi sportif ou avant de faire un atelier ou avant d'aller manger, ce qu'on va aller faire maintenant. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Je vous retrouve sur l'atelier tout à l'heure. Si vous... Waouh, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis en train de retrouver l'origine de ma prochaine question. C'est grave quand on recherche l'évitement de l'attachement? Non, c'est pas grave. En fait, nous devons avoir une fonction d'équilibre. Il faut considérer ça comme un trépied, le trépied de cette caméra. C'est que si je mets en avant plus l'un que l'autre, je vais avoir un problème de déséquilibre. Voilà. Parce qu'en fait, la stratégie d'évitement, elle vous empêche de vous épanouir parce que vous n'allez pas prendre de risques. Donc en fait, tu restes toujours dans ta zone de confort. Tu es toujours dans un système de sécurité. Et du coup, si tu es dans ta zone d'évitement plus que dans l'attachement, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu n'iras pas vers l'attachement parce que l'autre va devenir source d'insécurisation. Donc tu vas développer de la paranoïa, et dans ces cas-là, la conséquence de ça, c'est l'agoraphobie. Tu développes des phobies sociales. Les phobies sociales sont exactement ça. C'est j'ai mis en avant beaucoup plus sur un mode réactif ma stratégie d'évitement que ma stratégie de contact et de connexion. On doit vraiment avoir les trois. Alors, c'est une question que je vais poser qui va sûrement intéresser un certain nombre de personnes, parce que tu as parlé tout à l'heure de l'effort, et puis tu as effectivement aussi dépeint certains, je dirais, certains concepts ou certaines idées qui sont transmises aujourd'hui dans le monde du développement personnel, sur l'idée effectivement qu'on peut facilement devenir tous riches, qu'on peut, voilà, avec un certain nombre de techniques, etc. Et puis après, tu as dit, faut quand même avoir le goût de l'effort. Alors moi, je me pose une question, c'est que j'ai toujours justement refusé l'effort parce que j'avais l'impression qu'on me demandait de faire des efforts alors que je ne savais pas pourquoi je faisais des efforts. Et aujourd'hui, alors que je suis j'ai l'impression quand même d'avoir trouvé ma place, donc d'être dans un certain flow dans ma vie, clairement, j'ai l'impression que je peux faire des efforts, mais sans faire d'efforts en fait. C'est-à-dire je peux travailler beaucoup, quand je suis vraiment dans ce que j'aime, je peux passer des heures à travailler, mais ça ne me coûte pas d'énergie, limite ça me donne de l'énergie. Donc quand tu parlais tout à l'heure de ces gens, de ces sportifs de haut niveau, de ces milliardaires et toutes ces personnes qui te disent, moi, David Guetta ou autres, qui te disent, moi je travaille beaucoup, ils travaillent beaucoup, mais est-ce que concrètement ils sont vraiment dans l'effort? Alors, l'effort, c'est quoi? C'est le pendant de la détente, en fait, en vrai. Ok. Maintenant, je vais te raconter un truc. Un jour, je dis à Paul, mon meilleur ami, c'est con, je suis pas fait pour courir, mon corps il est pas équipé pour courir, quand je cours j'ai mal aux hanches, j'ai mal au truc, mal partout. C'est con parce que comme je me déplace souvent, je pourrais facilement avoir une paire de baskets et un short, faire du jogging n'importe où. Et donc, à l'époque, on a un congrès international de coaching qui se passe en Espagne, à Sitges, et Paul me dit, écoute, achète-toi une paire de chaussures, des ASICS, compte tenu de ton poids. Quand on vous dit ça, ça veut dire que ton poids il est supérieur à la moyenne. Et il me dit, on va courir une demi-heure tous les soirs. Et je dis, Paul, je t'explique, on ne court pas une demi-heure tous les soirs, je fais 2 km, je mets 3 jours pour m'en mettre. Et toute ma période de sportif, elle a toujours été, l'endurance, c'était ou la natation, autre chose, ou le vélo, mais pas la course à pied. Et là, le soir, il me dit, mais David, tu cours sûrement comme un canard.
Je dis, Paul, courir, c'est courir, tu mets un pied devant, t'avances. Il me dit, non, non, non. Courir, ça se passe pas comme ça. Et on a commencé à marcher, on a commencé à courir, et là, effectivement, on s'arrête, il me dit, David, tu cours comme un éléphant. Il me dit, tu frappes le sol avec une violence, tes tendons ne peuvent pas suivre ça. Il m'a dit un truc tout bête, il m'a dit, tu dois apprendre à être détendu dans l'effort. Et en faisant ça, donc, il m'a dit, tu dois dérouler le pied, tu dois imaginer que le sol, il est léger, que tu es une gazelle. Et à un moment donné, on a couru comme ça, puis à un moment donné, il me dit, ça fait combien de temps qu'on court? Je dis, non, mais ça fait 45 minutes. Et je me sentais super bien, en fait, en vrai. Après, on a augmenté les étirements. Et en fait, on va s'apercevoir d'une chose, c'est que l'effort, il devient souffrance quand j'ai pas de sens. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander à quelqu'un de fournir un effort s'il ne comprend pas le pourquoi du pourquoi, ce que tu appellerais dans ta PNL le but du but, en fait, en vrai. D'accord ? Mais par contre, ça ne veut pas dire pour autant que pour ton cerveau ou pour ton mode de fonctionnement, c'est un effort en termes d'énergie à fournir. Par contre, ton cerveau l'accepte d'autant plus facilement que ça remplit un sens. Je veux dire, on vous demande par exemple de prendre un poids de 10 kg comme ça à bout de bras et de le porter pendant 2 minutes. La plupart d'entre vous, sauf les petits cons qui font du paléo, vous ne pourrez pas le faire. D'accord ? Maintenant, on te donne la même chose, on te dit la même chose, et on met un flingue sur la tempe de ta fille, et on dit, je te préviens, si ça baisse de 2 cm, je tire, je peux garantir que la douleur, tu vas l'accepter. Donc on va s'apercevoir de quoi ? C'est que la souffrance, c'est le temps que j'octroie à ma douleur. Donc il va y avoir un rapport de douleur par rapport à l'effort. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu ne considères plus ça comme un effort, c'est parce que tu as transformé l'effort en plaisir. Ce que vont faire les marathoniens quand ils courent et qu'à un moment donné ils te disent « j'ai l'euphorie ». Moi j'ai connu ça une fois, c'était en Sicile, je me suis mis à courir. Il y avait des mecs qui étaient là, je préparais le marathon de New York, et je me suis mis dans leur sillage, et à un moment donné je suis rentré, j'étais euphorique. J'avais pas mal, j'ai payé cher après, hein, en vrai. Non mais vraiment, j'ai payé cher. Mais j'avais senti cette euphorie parce que j'avais fabriqué de l'endomorphine et de choses comme ça, et ça c'est bon, tu vois. Donc, il y a un moment donné, si aujourd'hui tu es là, c'est parce que tu es un homme de sens. Parce qu'en vrai, si tu ne mets pas de sens sur la durée, tu ne peux pas accepter l'effort, tu ne peux pas accepter la contrainte. Le sens, voilà, l'effort sans conscience, c'est comme le plaisir. Il y a des personnes qui vont me dire, mais moi je suis un homme de plaisir. Le plaisir sans conscience, c'est pas du plaisir, ça s'appelle de la compulsion et c'est con. Parce que tu vas devenir dépendant de ta compulsion. Donc le maître mot, c'est toujours la notion de conscience. Quand je mets de la conscience dans l'effort et que je me dis, tiens, finalement, pour quelle raison je fais cet effort? Et ça va m'amener à être qui après? Ben, l'effort, il devient plus facile à faire et limite, tu vas considérer que cet effort-là devient source de plaisir. Et tu as transformé la chose d'une chose négative, tu lui as associé du positif, tu l'as transformé. Donc ce que tu dis, finalement, c'est que l'effort, il est jouable à partir du moment où on est porté par un système de valeurs, où on est connecté, où on est en conscience de son système de valeurs, de ce qui est important pour nous. Tout le temps. Et qu'on a un sens qui va stimuler ce système de valeurs, qu'on va le satisfaire. Et c'est un peu le message qui est important de faire passer, je pense, ici. Parce qu'il y a plein de gens que j'écoute, que je vois au travers des ateliers ou au dehors des ateliers, et qui sont encore un petit peu en recherche. C'est-à-dire, c'est vraiment... je sens qu'il faut que je change des choses en ce moment dans ma vie, je sens qu'il faudrait que mon activité professionnelle, ou que j'en trouve une autre, ou que celle que j'ai actuellement aille plus vite, etc. Mais il y a vraiment un vrai questionnement à se poser sur les sources profondes de la motivation qui sont liées à ce fameux système limbique, etc., au système de valeurs. Ouais, et c'est ça qui va faire que finalement l'effort ne va plus vraiment être un effort parce que ça va donner à la fin une récompense. Exactement. Mais tout à l'heure, quand je parlais de la notion de choix, je vous ai, même dans ces systèmes, qui c'est l'attachement, la recherche et puis l'évitement, mais c'est important d'être en conscience. Est-ce que, par exemple, je vais chercher un nouveau job? Est-ce que je recherche une satisfaction? Qu'est-ce que j'évite? Est-ce que j'évite mon ancien job? Est-ce que j'évite des relations? Est-ce que j'aurais pas intérêt de travailler mes nouvelles relations dans ce job pour pas là? Donc il y a un vrai travail de fond à faire. Et ce vrai travail de fond, on ne peut le faire aussi qu'avec une personne qui est extérieure et qui va me poser des questions que je ne me pose pas aussi. C'est tout aussi la chance du coaching ou de toutes les méthodes d'accompagnement, c'est que, comprenez une chose, c'est quand je vous dis que on a 98% des pensées que nous avons sont les mêmes qu'hier, ça veut dire qu'on réfléchit toujours de la même façon. Jusqu'au jour où j'ai une personne qui va me poser une question que je ne m'étais jamais posée,
Et là, on va dire, mais t'as raison, c'est vrai. Donc peut-être que je ne fais pas la chose pour la bonne raison. Mais si je le fais pour ça, là, par contre, ça me parle. Et c'est ça qui va déclencher la motivation. D'où l'intérêt d'avoir du vis-à-vis. Quelle est l'origine de la prochaine question? Il y a une question? Oui, il y en a une. Salut. Salut. Merci beaucoup pour ton énergie. Je pense que tu nous as tous arrosés. En tout cas, moi, ça vibre ici très, très fort. Merci. Donc, je suis vraiment alignée à ce que tu dis et ça me fait très plaisir d'être là. Et justement, j'ai une question à savoir, est-ce que la myéline, l'épaisseur de la myéline, le ressentiment de la joie et la vibration de l'être sont corrélés également à la cortisol? Alors, comprenez que le cortisol, quand je dis, c'est un grand agresseur. En fait, le cortisol, il agresse la membrane de la myéline et c'est un poison. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'être heureux, c'est d'être dans une logique toute bête. Vous savez, je vous ai parlé du cadran haute énergie négative, basse énergie négative, haute énergie positive, basse énergie positive. Mon job, c'est de faire des choses qui vont me permettre de mettre en énergie positive et puis de mettre en énergie positive basse. Il faut que je cumule avec les deux. Parce que non plus, il y a aussi un truc, souvent, quand tu vas dans un séminaire de Tony Robbins, tu es « Wow, just do it » pendant 3 jours. Et après, moi, quand je les vois tous, je dis « Oula, quand ça va redescendre, ça va être mauvais, ça va être violent. » Tu vois ? Comme la drogue. Et c'est important de te dire « Je pulse, mais je prends soin de moi. Je me traite en première classe, je récupère. » Parce que, vous savez, si vous allez au gym là-bas, et là, les paléos vont me le dire aussi, ou Arthur parle mieux que moi, mais vous ne fabriquez pas du muscle à la salle. On ne fabrique pas de muscle dans la salle, on fabrique du muscle la nuit, quand on dort. C'est là où la mélatonine, elle vient se fixer et fabriquer les protéines nécessaires pour fabriquer le muscle qui ont été usés, abîmés. Et c'est comme ça qu'on renforce la structure musculaire. Pendant la salle, on abîme, pendant la nuit, on répare. C'est-à-dire qu'on doit toujours être dans une logique de je fabrique, je me repose, je me détends. Mais croyez-moi, quand vous êtes là-dedans, vous ne fabriquez pas de cortisol, ou quasiment pas. Juste le nécessaire pour la vie diurne, en fait. Non, non, en vibration haute, en énergie haute positive, en énergie basse positive, tu ne fabriques pas du cortisol. Tu fabriques tout le contraire, absolument tout le contraire.